La vie de ma mère, c'est simple, mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie. Parce que je joue sur les mots, et en jouant sur les mots, je vais m'intéresser à ceux que je rencontre. Ça sera les avis de ma mère. Ah bah ouais, mais elle est politique, mais j'ai été journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Allez, Cécile Duflot. Cécile Duflot, bonjour. Quand on tape votre nom dans un célèbre moteur de recherche, dans les 6 premières propositions, on a Cécile Duflot, mari, Cécile Duflot, prénom de ses filles, Cécile Duflot, Twitter. En 6e position, on trouve Cécile Duflot, robe. Mais je vous propose qu'on s'intéresse à vous, et heureusement, en première position, il y a Cécile Duflot, Oxfam. Depuis 2018, vous dirigez Oxfam France, une ONG qui a pour but d'agir sur les causes profondes de la pauvreté et des inégalités. Vous avez dit d'ailleurs que depuis que vous étiez en charge de problématiques comme la faim dans le monde, vous ne vouliez pas répondre sur des polémiques liées au Tour de France et au sapin de Noël qui agitent la sphère politique autour des mairies écolos, et on vous comprend. Mais juste, vous êtes pour ou contre les subventions aux aéroclubs de Poitiers ? En 2019, vous avez dit « Maman, je vais vomir », mais ça c'était depuis une cabine téléphonique qui était projetée dans le ciel au-dessus de Fort Boyard. Et vous devez être un peu perplexe du renouveau que semblait incarner Emmanuel Macron si c'est pour finir devant le père Fouras pour tenter de récupérer des boyards qui ruissellent après la suppression de l'ISF. Vous avez eu un parcours fleuve mais pas si tranquille chez Europe Écologie Les Verts, et aujourd'hui je pense que vous manquez au parti et aux écologistes en général. Et je suis sûr que, de son côté, Noël ici présent l'affirme, il en faut du clan pour être une femme en politique. En 2017, à Cran cette fois-ci, vous effectuez un grand virage et quittez la politique pour rejoindre Oxfam. Moi, mon Oxfam, elle m'a quitté parce que je faisais trop de jeux de mots pourris, alors si vous êtes d'accord, Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez nous parler de votre Oxfam ? Bonjour, Cécile. Bonjour Noël. Alors, on va essayer de se vouvoyer parce que c'est le principe des interviews pour garder une certaine distance. Mais Okay. Je dois avouer que par rapport à toutes les autres interviews que j'ai faites dans le cadre de ce podcast, c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce que nous avons eu une vie militante pendant de longues années et une vie militante, elle est parsemée de combats, de grandes gratifications, de grandes joies politiques, de grandes joies intimes aussi, et c'est aussi une aventure humaine. Donc, il faut que ceux qui nous écoutent nous pardonnent si de temps en temps on dérape en se tutoyant, en se rappelant des souvenirs, et qu'ils les excusent par avance, non pas la complaisance dont je pourrais faire preuve, mais disons l'affection. Alors, dans ce qu'a dit Mathieu, dans son introduction, il a lu un certain nombre de choses que l'on trouve dans Wikipédia, mais il n'a pas dit, par exemple, que vos parents étaient des syndicalistes. Et est-ce que le fait que vos parents aient été des syndicalistes a compté dans votre engagement politique et personnel ? Je suis sûre que mon éducation a compté, je veux dire que je vais essayer de vous voyez Noël ma mère, mais ça va être aussi un exercice difficile, je me concentre, a été déterminante. D'abord, j'avais 2 parents, tous les 2 syndicalistes, mais une mère écolo et un père pas écolo. Et en fait, c'était intéressant parce que ça a aiguisé mon propre avis, parce que j'écoutais les arguments des uns et des autres. Alors, il y a quelques mois maintenant, mon père, je reparlais de ses souvenirs, a dit « Oui, je dois reconnaître que ta mère a gagné à plat de couture, je reconnais. » Mais oui, ils étaient syndicalistes. Alors ça veut dire des choses. Syndicalistes, ça veut dire engagés, pas que pour eux, dans une logique collective. Ça, c'est un premier point important. Deuxième point, ça veut dire que je pense que j'ai beaucoup reniflé d'alcool à brûler, parce que ça parlera à ceux qui ont fait du militantisme dans les années 70 et 80. Il n'y avait pas de photocopieuse, donc on avait une machine à alcool pour reproduire des tracts. Mais donc ça veut dire qu'il y avait du monde à la maison, ça veut dire qu'il y avait... Il y avait une certaine, un plaisir aussi à l'engagement. Et puis, j'ai été élevée par des parents qui étaient très conscients des inégalités entre le Nord et le Sud, qui parrainaient des enfants pour qu'ils puissent continuer d'aller à l'école, qui partageaient beaucoup leur argent avec d'autres. Donc oui, c'est sûr que je suis le produit de cette éducation. Et j'ai dit un jour à mon père qui s'étonnait, il y avait un de mes énièmes coups d'éclat qui était à la une du Monde, et mon père prend ça et avec un air très sincère dit « Je comprends absolument pas comment notre éducation a pu faire que ma fille soit dans le journal. » Et je lui dis « Tu te fous de moi ?» Enfin vraiment, je pense qu'au contraire, j'ai eu une éducation très politique, très distante des partis, mais très très politique. Et je pense que je pourrais pas en fait ne pas agir. Et vous, pendant votre jeunesse, vous avez passé une partie de votre vie avec votre grand-père. Est-ce qu'il a beaucoup compté ? Il a énormément compté. Mon grand-père, en fait, j'ai emménagé chez lui quand j'avais 17 ans.
Mon grand-père, c'est un homme qui était né en 1910, qui avait été quasiment orphelin puisque ses parents s'occupaient plus de lui à 4 ans, au moment où la Première Guerre mondiale commence, qui donc s'est retrouvé dans une sorte d'orphelinat et qui a commencé à travailler à 12 ans. Donc, il faut imaginer ce que ça veut dire travailler à 12 ans. Et il était l'équivalent d'un coursier interne, c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail, pas de tout ça, donc il descendait les messages d'un étage à l'autre dans les bureaux dans lesquels il travaillait. Et quand on a compris qu'il n'avait pas vraiment d'endroit où habiter, il a été logé dans une chambre de bonne à l'étage des bureaux de la société où il a travaillé toute sa vie. Et donc mon grand-père, il avait il avait morflé, et il avait en même temps une haute conscience de ses devoirs. Et en même temps, c'était un vieux monsieur quand je suis arrivée chez lui, puisque en 1992, il avait 82 ans, c'est ça. Et moi, j'en avais 17. Et je découvrais Paris, la liberté, les garçons, beaucoup de garçons. Et donc, c'était quand même le choc des mondes. Il n'était pas féministe parce qu'il était de sa génération, mais il m'aimait énormément. Il avait beaucoup de principes. Je pense que le seul regret que j'ai, en fait, c'est que je crois qu'il aurait été tellement fier. En fait, il était tellement content d'avoir réussi à s'en sortir, que mon père soit devenu ingénieur à la SNCF, et il n'a pas eu le temps de voir ce que moi je suis devenue, mais je pense qu'il aurait adoré ça. Et il se trouve que j'ai toujours sa maison, j'habite toujours dans sa maison, et que chaque printemps, il y a les fleurs que ma grand-mère a plantées qui fleurissent. Et donc, du coup, j'ai une relation à la mort très particulière, parce que j'ai l'impression que c'est comme s'il était un peu toujours là. Et l'autre chose qui est importante pour moi, c'est que passer 8 ans avec des personnes très âgées, mon grand-père et ma grand-mère, qui étaient donc des nonagénaires, très vite, ça a eu une influence considérable sur ma relation avec la vieillesse, que j'aime beaucoup, qui me fait absolument pas peur, avec la mort, donc, qui m'accompagne, et puis avec les différences aussi, avec le fait de regarder les gens différents et les façons différentes de penser autrement, et puis avec l'amour, parce que mon grand-père et ma grand-mère avaient 90 ans, ils étaient toujours très amoureux, ils se chagnaient beaucoup. Et un jour, j'ai dit à ma grand-mère, tu sais, le garçon là, c'est pas juste un copain. Et elle m'a fait un bisou dans le cou. Elle m'a dit cette phrase que j'ai jamais oubliée. Elle m'a dit, tu verras quand tu seras vieille comme moi, on est vieille, mais on ne devient pas conne. Et j'ai jamais oublié ça. Et donc voilà, je pense qu'on peut être gai et profiter de la vie, être heureux jusqu'à la fin. Et voilà. C'est cette famille qui vous a construite, en fait. Et la notion de la famille, pour vous, est majeure. C'est surtout cette famille qui m'a, je pense, permis de survivre à la politique, parce que j'ai un noyau affectif très solide. J'ai été énormément aimée. Et on m'a transmis le message que le truc important dans la vie, c'est de chanter, c'est d'être joyeux, c'est d'aimer et d'être aimé. Et que le reste... Et mes parents n'ont eu absolument aucun intérêt particulier à ma notoriété, voire ils ont trouvé ça embarrassant. Un jour, ma mère m'a dit « ça m'énerve d'être obligée de répondre tout le temps à savoir si je suis de la famille de Cécile Duflot ». Mais quand même une certaine fierté, les parents. Je crois pas. Ils sont beaucoup plus contents maintenant que je dirige une ONG. Parce que mon père théorise la médiocrité confortable, c'est-à-dire le fait de pas trop se faire remarquer, de pas avoir d'emmerde, et de boire du bon vin, de manger du bon fromage et tout ça. Ils sont soulagés d'une certaine manière ? Je pense, oui, je pense. En fait, cette anecdote a été peu remarquée parce que c'était la composition du gouvernement. Mais le jour où j'ai été nommée ministre, il y avait une page dans Le Parisien dans lequel ma mère était interviewée et qui disait, on lui demandait si elle était fière de sa fille, et elle répondait cette phrase mythique, « Je serai fière de ma fille le jour où elle aura fait quelque chose ». Et donc voilà, non, ça m'a beaucoup détendue. Mais oui, je leur dois énormément. Sauf que vous avez fait beaucoup de choses, en fait, avant d'être ministre. Quand on regarde un peu plus attentivement l'affiche que signalait tout à l'heure Mathieu, on voit que, par exemple, vous avez été testeuse de médicaments. Ah ben ça fait partie du militantisme de mes parents. Ils m'avaient dit, on te donne le minimum, voire même sous le minimum, pour vivre. Tu veux faire tes études, t'es grande, tu te débrouilles, en gros. Faut dire que mes parents avaient été autonomes assez jeunes. Et du coup, c'était un peu raide financièrement. Donc, je faisais tous les petits boulots qui passaient, et dont ça. Parce que j'avais plus d'argent, et que voilà, je cherchais les trucs qui existaient, et donc j'avais trouvé ça. Et vous avez aussi fait des boulots qui ont plus de sens pour vous et qui expliquent aussi votre parcours, puisque vous avez été écrivain public dans les prisons, avec un organisme qui est
très connu pour ceux qui s'intéressent à la condition des détenus, qui s'appelle le Génépi. Alors, c'était pas un boulot, j'étais militante, j'étais bénévole, voilà. Ah oui, ça a été, je pense que c'est l'autre chose qui m'a beaucoup construite, le Génépi. Je me suis retrouvée à donner, j'avais répondu à une annonce sur un besoin de bénévoles pour lutter contre l'illettrisme, et je m'étais dit, tiens, je vais faire ça. Et il m'avait dit, écoutez, nous, on cherche surtout des retraités, mais les étudiants, il y a le Génépi. Est-ce que vous êtes prête à aller en prison? Moi, c'était un univers que je connaissais absolument pas. Et je me suis retrouvée en détention à la maison d'arrêt de la santé. Et là, j'ai découvert tout un pan de mon pays. C'est parce que la justice et les prisons, ça fait partie de notre pays, mais aussi de gens qui vivaient des vies extrêmement difficiles. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient incarcérés, notamment parce qu'ils étaient sans papier, donc ils n'avaient commis aucun délit, autre que celui-là, entre guillemets. Et ça m'a énormément ouvert l'esprit, et je pense que quand je vois plein de gens très raides sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, donneurs de leçons, extrêmement vindicatifs, moi, la question de la justice, la question de la capacité à pouvoir reprendre pied dans la vie, d'avoir une deuxième chance, que quand une peine est purgée, elle est purgée, qu'il n'y a pas de peine définitive, c'est quelque chose de très important. C'est cette expérience militante qui vous a conduite à vouloir devenir, à passer le concours, je crois, de la direction de la prévention de la jeunesse. Noël, ma mère, il bosse bien ses fiches. N'est-ce oui, pas, en fait, il y a plein non, parce qu'il y a une continuité, c'est pour expliquer la continuité des personnes publiques. Souvent, on a l'impression que ces personnes publiques, elles sont arrivées là, comme ça. Non, ah oui, mais moi, je suis née... C'est toute une histoire. Je suis née médiatiquement comme chef de parti, avec tout ce que ça veut dire comme image pas forcément positive. En plus dans l'opposition à Nicolas Sarkozy. Donc oui, on avait l'impression que j'étais ça, et des fois, il y avait des choses très étranges qui étaient racontées à mon sujet. Et oui, en fait, ça aurait pu être ma vie, mais il se trouve qu'à l'époque, celui qui est d'ailleurs devenu mon mari et le père de mes enfants, venait de réussir le concours de conseiller d'insertion et de probation, donc il a travaillé en prison. Et donc moi, j'ai fait deux choses. Le concours de l'ESSEC, qui est une école de commerce, et le concours de directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Et vous avez choisi l'ESSEC. Et je suis allée à l'ESSEC. Mais j'aime bien la vie parce que des fois, voilà, il y a des moments comme ça. On prend c'est Smoking, No Smoking, le film magique d'Alain Resnais, où voilà, on prend une direction. Et j'ai pris cette direction. Sinon, ça aurait été très différent. Et cette direction de l'ESSEC vous a ensuite conduit à ce qui a été fondateur pour votre future responsabilité de ministre, d'ailleurs, puisque vous étiez ministre du Logement, et vous avez travaillé pendant longtemps dans le logement social. Oui, j'ai travaillé, à Créteil, je crois. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un groupe immobilier à vocation sociale, un groupe privé. Donc, moi, j'ai toujours travaillé dans le privé. C'est pareil, on expliquait globalement que j'y connaissais rien, alors que j'ai travaillé j'ai travaillé depuis mes 17 ans, en fait, toujours. J'ai plein de fiches de paie. Du coup, j'ai accumulé des trimestres. C'est plutôt une bonne idée. Oui. Parce que quand j'étais secrétaire nationale pendant longtemps, j'ai pas cotisé. Donc, je fais partie de ceux qui seront dans une situation un peu bizarre. Et donc, j'ai travaillé dans le secteur de l'immobilier, que je ne connaissais pas du tout non plus, que j'ai découvert, et j'ai appris beaucoup de choses. Et il se trouve qu'en fait, j'avais développé un projet à Nantes, et c'est comme ça que Jean-Marc Ayrault savait que je connaissais les questions d'immobilier et de logement. C'est ça l'histoire. Et c'est lui qui a eu l'idée de... Et c'est lui qui l'a proposé au moment de la répartition des portefeuilles, Exactement. de dire Cécile Duflot serait bien Hollande, il voulait absolument que je sois au gouvernement. Il voulait absolument pas que je m'occupe du nucléaire, qui était dans le porteufeuille du ministère de l'écologie, pour dire les choses. Et par ailleurs, il y avait on partageait ça aussi à l'époque à ELV, de dire c'est bien de montrer que les écologistes ne sont pas obligés d'être au ministère de l'écologie. Et donc, c'est comme ça que ça s'est on y reviendra plus tard, parce qu'avant cela, il y a une dimension qui d'ailleurs n'est plus cachée aujourd'hui, et je trouve que c'est très bien, c'est la dimension spirituelle. Vous avez été, dès votre jeunesse, à l'Action catholique pour les enfants, puis après à l'action, là aussi à l'Action ouvrière catholique. Est-ce que cet engagement, c'est pas un engagement, cette foi, est un des paramètres, un des piliers de votre engagement politique. Et on constate d'ailleurs qu'il y a pas mal d'écolos qui sont venus de ce monde. C'est le nouveau sujet à la mode, en effet. Oui. C'est le nouveau sujet à la mode. Alors moi, mais on ne sait pas en parler avant. Alors moi, je ne l'ai jamais caché. Je pense que c'est ma vertébration en termes de valeurs. C'est aussi une partie de mon travail d'émancipation, parce que ma rupture avec l'Église catholique, je la date très précisément de ma confirmation, où j'ai écrit, donc ça doit toujours exister dans les archives du diocèse de Meaux, je pense, une lettre de demande de confirmation à l'évêque, c'est comme ça qu'on fait, dans lequel je disais, voilà, j'ai fait tout le chemin, j'étais extrêmement
croyante à l'époque et très engagée. Et je dis, mais après, c'est quoi la suite ? Parce que moi, je ne peux pas devenir prêtre. Et j'avais une réponse qui m'avait été donnée d'ailleurs dans la collégiale Notre-Dame et Saint-Loup, en substance que Dieu nous avait fait hommes et femmes et qu'on avait chacun notre rôle et que si je voulais, je pouvais m'occuper des fleurs et du catéchisme, quoi, en gros. C'était dit plus poliment que ça, mais c'était ça. Et donc, une partie de ma conscientisation, on dirait maintenant, mais en tout cas de ma révolte féministe, bizarrement, elle vient de là. Elle vient du fait que j'étais plus programmée pour être évêque que pour être ministre, si on se réfère à mon histoire. Et j'ai jamais rompu vraiment avec la foi, parce que j'ai jamais décidé. En revanche, avec l'Église catholique, oui, et notamment à cause des positions de Jean-Paul II à l'époque, sur un sujet qui était un sujet pour moi extrêmement fort, puisque j'avais été confrontée à ça au lycée, avec mon prof de français qu'on adorait tous, qui a été malade du sida et qui en est mort, et que c'est sans doute ma première mobilisation militante. En fait, il avait été écarté du lycée. On lui avait dit qu'il fallait plus qu'il soit présent devant les élèves. Il faut se souvenir, on est en 90. On savait d'ailleurs que des profs sortaient de la salle des profs quand il y rentrait. Et nous, on a organisé une sorte de grève où on refusait d'aller en cours avec le remplaçant, alors que c'était l'année du bac, jusqu'à ce que quelqu'un de l'académie vienne. Et donc, on s'asseyait par terre devant les salles de cours, on refusait de rentrer, vienne et passe un accord, dont je me souviens encore. Il fallait que tous les parents signent un papier disant que même si on savait de quoi il était malade, on acceptait que son enfant ait cours avec lui. C'est ça, hein, le sida, dans les années, au début des années 90. Et moi, je vivais ça comme une injustice, mais atroce. On était très attachés à ce prof qui est mort quelques semaines après qu'on a passé notre bac de français. On lui a enregistré nos notes sur une cassette audio, parce qu'il ne pouvait plus voir, il avait perdu la vue. Et il nous a répondu avec une cassette enregistrée du condamné à mort de Jean Genet. Je me souviens. Et donc, du coup, c'est vrai que cette question de la discrimination à l'égard des homosexuels, des propos qui étaient tenus sur le sida, etc., ça m'a éloignée de l'Église catholique de manière que je pensais définitive, pour tout dire, jusqu'au pape François. Voilà. Vous vous reconnaissez dans le pape François, notamment son encyclique Laudato Si, mais pas simplement ça. Ah bah oui, puis maintenant, vous savez, un des grands combats actuels d'Oxfam, c'est la levée du brevet sur les vaccins. Et dans son, on dit homélie, je ne sais pas, en tout cas dans son message Urbi et Orbi de Pâques, il a dit qu'il fallait libérer les brevets sur les vaccins, etc. Donc oui, voilà, je pense que maintenant je suis raccord presque. On va y revenir, mais c'est très intéressant ce que vous racontez sur votre foi, parce que quand on regarde l'histoire de l'écologie et des grands mouvements qui se sont développés en France en particulier, on ne peut pas gommer la personnalité de Bernard Lambert, qui a créé les paysans travailleurs qui sont devenus la Confédération paysanne et qui était à la JOC, à la Jeunesse ouvrière catholique. Oui, je pense que... Et puis, beaucoup de membres de la JOC ont été très engagés dans la gauche, mais la gauche la plus sociale qui existe en France. Oui, et l'animateur de mon groupe JOC à l'époque, c'était un prêtre, ce qu'on appelait un prêtre ouvrier, c'est-à-dire qu'il était prêtre, mais qu'il travaillait dans une usine de l'endroit où j'habitais. Les Fils de la Charité. Voilà, et donc, moi je viens de cette histoire-là de l'Église, c'est-à-dire d'une histoire extrêmement œcuménique, extrêmement engagée, en lien avec les pays du Sud, donc où la foi est une source d'engagement, n'est pas seulement ni subie, ni une dimension de transcendance, mais c'est une motivation à l'action, c'est une motivation à être différent au monde, à refuser la fatalité. C'est aussi une foi qui a je pense comme valeur essentielle la fraternité. Et si je devais mettre un mot sur mon moteur humain, c'est ça, c'est la fraternité. C'est la fraternité parce que j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur mon grand-père, sur cette idée que la seule chose qu'on garde quand on est parti, quand on est mort, c'est pas ce qu'on a fait. Enfin, le cimetière est rempli de gens indispensables, de fortune, de gloire effacée. En revanche, les liens qu'on tisse, l'amour qu'on reçoit, l'amour qu'on donne, ça, on ne vous l'enlève jamais. Et alors, que répondriez-vous à ceux qui, aujourd'hui comme hier d'ailleurs, ressortent la théorie du poison de la religion et la foi qui n'aurait rien à voir avec la politique et qui serait peut-être même un handicap? Mais d'abord, moi, en tout cas, la foi en Dieu, c'est pas quelque chose que j'ai réfléchi. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai presque combattu.
J'ai toujours partagé la vie d'homme qui était très athée, voire athée militant, en me disant que ça allait permettre de garder ça à distance, mais ça n'a pas marché, donc tant pis, je crois, c'est comme ça. Mais on croit toujours en quelque chose. Et il faut faire la distinction entre la foi, cette dimension de transcendance, les églises, le cléricalisme et la laïcité. Il y a plein de strates. Et si certains pensent que croire en Dieu est une faiblesse morale, c'est pas grave. Enfin, moi, ça me dérange pas. J'allais dire qu'intellectuellement, je serais plus... Si je laissais mon cerveau réfléchir, je pense que je serais athée en disant il n'y a aucune preuve que ça existe. Moi, je suis très attachée à la science. J'aime bien sentir les choses. Et évidemment que la foi, ça se prouve pas. Ça s'éprouve et ça se vit. C'est comme ça. Et j'ai fait la paix avec ça. Mais je suis... Au cœur de la foi, il y a la liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc la liberté. Et donc ceux qui s'attaquent à la foi... ils s'attaquent à la liberté. Parce qu'en fait, si on est paisible avec ça, on est paisible avec le fait que certains croient ou ne croient pas. Ensuite, il y a l'organisation sociale de la société, et qui, elle, doit être laïque, c'est-à-dire doit être dégagée de tout dogme. Oui, c'est la neutralité de la laïcité qui permet de croire ou de ne pas croire. Mais cette espèce de trouille vis-à-vis de la foi, moi, je ne la comprends pas. En revanche, je sais à quel point les églises ont pu être, et surtout les monothéistes, celui qui m'a fait aussi, ont pu être des outils d'oppression, en règle générale, mais surtout d'oppression des femmes. Alors là, il y a une constance absolue. Et donc, je comprends qu'on puisse aussi être défiant et ne pas donner les clés à aucune église que ce soit de la décision sur notre destin commun. Alors justement, venons-en au féminisme, qui est comment dire, une de vos priorités. Le mot ne convient d'ailleurs peut-être pas, parce que vous ne le vivez pas comme ça. Vous expliquez que c'est justement parce que l'Église est un instrument d'oppression des femmes, pas simplement l'Église catholique, mais la plupart toutes les religions monothéistes. Est-ce que le féminisme a été la composante essentielle de votre engagement, et comment vous l'avez vécu tout en assumant plusieurs maternités, 4 maternités? C'est drôle que vous pensiez... j'ai réussi à... Vous voyez Noël, ma mère. C'est drôle que vous pensiez que ça s'oppose, féminisme Non, je et ne pense maternité. pas que ça s'oppose. Je pose la question parce que certains qui vous regardent se disent mais comment elle peut se prétendre féministe alors qu'elle a 4 enfants? Je suis une bonne catholique, j'ai 4 enfants. Oui. Et non, vous avez réussi à apporter la preuve il vaut mieux que ce soit une femme comme vous qui le dise, que ce soit une femme qui le dise. Comment elle assume en même temps son féminisme très engagé et le plaisir. Le plaisir, parce que je sais que vous le vivez comme ça, d'être mère. Alors, la première chose, c'est que je pense qu'il y a une part dans mon éducation qui n'est pas liée à une éducation que je qualifierais de féministe, mais qui est une éducation agnostique. En fait, mes parents ont élevé leurs enfants de la même manière, sans tellement le théoriser. Mais mon père a coché des cases sur tout ce qu'il devait apprendre à ses enfants. Et c'était ses enfants en général, donc je sais changer une roue. Il m'a emmenée sur les chantiers, après escalader. Enfin, il n'y avait pas de différence. Mon frère sait cuisiner. C'était pas genré. Et donc, du coup, j'ai vécu douloureusement les moments où on me ramenait à mon statut de fille. Et notamment ce moment un peu fondateur causé par l'Église catholique. Et du coup, mon féminisme, il vient en fait d'un refus qu'on me limite. Donc ensuite, petit à petit, je me suis rendu compte que si je pouvais avoir cette envie de refuser qu'on me limite, c'est grâce à des femmes qui avaient mené le combat avant moi. Ma grand-mère, avec qui j'ai passé une grande partie de mon enfance, elle n'avait pas le droit de vote. Elle a eu le droit de vote que bien après sa majorité. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Enfin, on ne parle pas d'un truc qui date de Mathusalem, c'est très récent. Et donc, j'imagine le prix qu'ont payé ces femmes pour que je puisse avoir cette vie-là. Et je leur suis très reconnaissante. De la même manière que je suis immensément reconnaissante de toutes celles qui ont eu un combat pour que la maternité soit pas une angoisse, au sens qu'elle puisse être choisie, que si on veut pas d'enfant, on puisse avorter sans aucun problème, parce que c'est normal, et parce que celles qui avaient une vie, les vies qui étaient mises en danger et qui sont d'ailleurs toujours mises en danger ailleurs dans le monde par l'avortement illégal, c'est la vie des femmes, parce qu'elles en meurent ou elles en restent parfois blessées durablement. Donc moi, ça s'est trouvé comme ça. J'ai eu envie de ça. Et j'ai eu aussi envie d'être mère et pleinement mère, et j'adore ça. Franchement, c'est la chose, je remercie, et je pourrais encore le faire, celui qui est le père de mes enfants et qui a dit si on avait un enfant alors que j'avais 21 ans, et que j'ai dit allez oui, et que franchement, c'est la meilleure décision de ma vie. Et donc j'adore être une maman, je pense que je suis ça jusqu'au
fond de mes orteils. Je pense qu'on peut aussi tout à fait vivre sans l'être, que c'est absolument pas une nécessité, qu'il y a des gens qui aiment l'escalade et qu'il y en a qui aiment pas ça, qu'il y a des gens qui aiment bien manger, d'autres qui aiment moins ça, certains qui aiment que les légumes, d'autres qui adorent la viande grillée. Moi, j'adore les bébés, les moyens, les grands, même les enfants adultes, puis les enfants des autres aussi, et que j'ai la liberté d'avoir pu vivre ça, c'est fantastique. Mais au tout début, où je suis devenue connue politiquement, les gens pensaient que j'étais une telle machine politique, organisée, machin, tout ça, que j'étais si jeune et j'étais déjà chef, que forcément, quand je disais que j'avais des enfants, ça devenait complètement ahurissant. Alors qu'en fait, je pense qu'on peut vouloir tout. On peut vouloir un amoureux, des enfants, un travail, une carrière. Cela dit, c'était possible de l'assumer parce que vous aviez un statut social qui vous le permettait. Mais quand on regarde, par exemple, dans les banlieues, la difficulté qu'ont les femmes à la fois assumer leurs conditions, sortir de la domination et puis élever leurs enfants, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, alors il y a surtout aujourd'hui, le vrai sujet, c'est les femmes qui élèvent seules leurs enfants. Les familles monoparentales, voilà, oui. Et c'est souvent les femmes. On le sait peu, mais souvent les hommes ils s'occupent, après une séparation, ils s'occupent beaucoup moins de leurs enfants, financièrement aussi, souvent. Donc celles qui sont le plus exposées à la précarité, c'est ces femmes-là, et pourtant elles arrivent, pour beaucoup d'entre elles, à tenir tout de front. Et moi, je suis pour le coup admirative, et je pense que là, il doit y avoir des politiques publiques qui aident ces familles et qui aident ces femmes, parce qu'elles sont vraiment très forte. Et donc, en revanche, ce que je n'aime pas, c'est que, et j'ai senti le débat vriller, par exemple, autour de la congélation des ovocytes, en disant, voilà, en fait, et y compris des entreprises qui peuvent financer la congélation des ovocytes, en disant, consacrez-vous à votre carrière, pour les enfants, vous verrez plus tard. Moi, je pense qu'il faut avoir des enfants quand on veut, c'est-à-dire ne pas en avoir si on n'en veut pas, pouvoir avorter si on est enceinte et qu'on ne veut pas avoir d'enfants, mais que si on veut avoir des enfants, ça doit être possible aussi. Et ça ne doit pas être un handicap. Alors justement, venons à ces jeunes femmes d'aujourd'hui, qui ont une trentaine d'années, entre 25 et 30 ans, qui construisent leur vie et qui ne voient pas leur vie avec un enfant parce qu'elles ont peur d'alourdir le fardeau qui pèse sur la planète et dont l'espèce humaine serait la principale responsable. Que pensez-vous de cela, de cette crainte qu'on peut comprendre, vu l'ampleur de la crise devant laquelle on se trouve? Je crois que cette histoire-là, ce sujet-là, c'est le sujet qui blesse le plus l'écologiste que je suis. J'ai souvent entendu des jeunes femmes, une fois, j'ai entendu une jeune femme expliquer « Moi, je rêverais d'avoir un enfant, mais j'ai décidé de ne pas en avoir, par conviction écologiste. » Et là, ça m'a fait mal. En fait, je comprends très très bien qu'on ne veuille pas avoir d'enfant, pour plein de raisons. Parce qu'on n'aime pas ça, parce que... Bref, toutes les raisons sont entendables. Et ça a des côtés très chiants. Moi, j'adore ça, mais ça a quand même des côtés chiants, fatigants, ça coûte de l'argent, ça coûte des émotions, bref, voilà. Donc, on peut ne pas vouloir d'enfant. Mais vouloir un enfant et s'en empêcher, avec la violence que ça représente, pour des raisons écologiques, c'est problématique. Pourquoi je trouve ça problématique? D'abord parce que je trouve que c'est très violent, humainement. Ensuite, parce que les arguments qui sont utilisés, souvent d'ailleurs par des hommes, sur les questions de démographie, sont vraiment erronés. Le problème qui fait qu'on est dans un modèle insoutenable, c'est pas les enfants, c'est notre modèle de développement. Est-ce qu'il est amendable? Oui. Est-ce qu'on peut vivre avec un taux de renouvellement des générations classique? Oui. Parce que, en fait, on se rend compte que si on donne accès, même pas seulement à la contraception, mais juste à l'éducation aux femmes, naturellement, y a moi qui ai envie d'avoir 4 enfants, et puis il y a ma copine Sandy qui n'a jamais voulu avoir d'enfants et qui n'en a pas. Alors voilà. on va y revenir parce que ce que vous dites est malheureusement répandu, pas de manière majoritaire, mais chez certaines figures de l'écologie, et c'est en effet donné une image de l'écologie qui est au fond extrêmement conservatrice et à la limite de l'eugénisme. Tout ça est parti en 1968 d'un conservateur américain qui s'appelle Paul Ehrlich avec la bombe population, qui a d'ailleurs conduit les États-Unis à couvrir des politiques de stérilisation forcée, je pense en particulier en Inde et au Pérou. Ce que vous nous expliquez, c'est de nous dire qu'en fait, c'est une autre répartition des richesses, c'est l'éducation des femmes. Vous avez des exemples de ces 2 pays dans lesquels la natalité a baissé, oui, notamment en raison de l'éducation. Alors là, et pas simplement l'éducation, même y compris avec des moyens écolos. Les travaux des derniers démographes et les projections de l'ONU sont très rassurantes pour ceux qui s'inquiétaient de la bombe population, parce qu'on voit bien que cette transition, elle se fait
avec aussi certains pays où la natalité baisse de façon très importante, hein, notamment dans les pays du Nord. Mais ce qui est intéressant, c'est la transition démographique au Maghreb, qui s'est faite en une seule génération. C'est-à-dire que si vous envoyez toutes les filles à l'école, jusqu'au collège, eh bien, la transition démographique se fait pour leur génération. C'est-à-dire qu'elles ont les enfants qu'elles souhaitent. Et ça, c'est finalement très simple, parce qu'il n'y a pas plus simple comme politique publique qu'une politique d'éducation. Il n'y a pas besoin d'un investissement très lourd, il faut des enseignants, il faut même, dans un certain nombre de pays, il n'y a même pas besoin de bâtiments très raffinés, et voilà, c'est fait. Donc, il faut absolument aller dans cette direction-là, d'abord parce que c'est juste pour toutes ces petites filles qu'elles aillent à l'école, mais ensuite parce que j'allais dire que il n'y a pas besoin d'autre chose et de se causer d'autres problèmes. Et puis surtout, alors c'est là aussi que, en disant ça, j'entends que certaines jeunes femmes des pays du Nord peuvent se sentir plus concernées. Les émissions de gaz à effet de serre qui produisent le dérèglement climatique, elles sont principalement localisées dans les pays du Nord. C'est les 10% les plus riches qui émettent 52% des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça, c'est pas une invention, parce que c'est le rapport d'Oxfam de février dernier. C'est le dernier rapport d'Oxfam sur les inégalités d'émissions, qui est une mise à jour de notre rapport d'il y a 5 ans, qui disait 10%, 50%. En 5 ans, la situation s'est dégradée. C'est maintenant 52% des émissions qui sont le fait de 10% les plus riches. Ce qui veut dire aussi que si on agit radicalement ici, dans nos pays, on va être très efficace. On peut être très efficace. Donc ça renforce, j'allais dire, ma conviction d'écologiste. Et d'ailleurs, votre rapport ne s'intéresse pas simplement à l'Afrique et aux pays dans lesquels la population était une crainte, mais la France aussi. Vous expliquez, si ma mémoire est bonne, que 10% des plus riches français émettent autant qu'à peu près la moitié des plus pauvres de ce pays. Exactement. Cette proportion, en fait, elle se trouve à l'échelle de la planète, et elle se retrouve aussi par pays. Et pourquoi ? Une des raisons majeures, d'abord, c'est les modes de consommation, mais c'est aussi les placements financiers, parce que plus on est riche, plus on place de l'argent. Et aujourd'hui, les 10 plus grandes banques françaises émettent autant que 6 fois la France. C'est-à-dire que les investissements financiers de ces banques sont des investissements qui sont producteurs d'émissions de gaz à effet de serre, notamment parce qu'elles investissent toujours aujourd'hui dans les énergies fossiles. Donc en fait, une grande partie de nos impacts en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est nos placements financiers pour ceux qui en ont. Donc évidemment, moins on a d'argent, finalement, moins on contribue à émettre des gaz à effet de serre. Mais la consommation aussi des plus riches est une consommation qui est beaucoup plus intense en carbone. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est qu'en fait, si on agit, il y a pas, les clés d'action, on les a identifiées maintenant, on les connaît. Il suffit de les tourner dans le bon sens, plutôt qu'essayer de culpabiliser les jeunes femmes, parce que c'est toujours, comme d'habitude, c'est sur les jeunes femmes que ça repose, qui veulent avoir des enfants. Et si elles ne veulent pas en avoir, qu'elles n'en aient pas. Mais cette angoisse qu'on crée, déjà, on va laisser, pour dire les choses, la génération qui a 15 ans aujourd'hui, ils vont se farcir des situations à gérer que l'être humain n'a jamais eu à gérer dans l'histoire. Un dérèglement climatique qui s'accroît, parce que de toute façon, même si on est à la hauteur de ce qu'on doit faire maintenant, on aura un effet de décalage. Et en gros, le scénario, c'est que, et c'est pour ça que c'est très rageant de vivre ce qu'on vit, là, on est face à un mur et on appuie sur l'accélérateur, en pensant que, je sais pas, le mur va s'écarter. Alors que le mur ne va pas s'écarter. Ou que la technologie nous sauvera, mais ce qui est... Non, on sait déjà que la technologie ne nous sauvera pas. Personne n'a de pistes de technologie qui peuvent nous sauver aujourd'hui des impacts du dérèglement climatique. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est appuyer sur le frein et tourner pour essayer de prendre le mur en biais et un peu moins vite. Voilà, de passer de la grande accélération à la grande bifurcation. Exactement. C'est exactement ça. Et là, ce que vous dites, c'est aussi, il y a une société indépendante qui s'appelle Carbone 4, que vous citez souvent dans vos interviews, qui montre qu'en effet, si on faisait tout bien, parce qu'on n'arrête pas de nous culpabiliser, voilà. Toi comme moi, vous comme moi, il a craqué avant, si on faisait tout bien, ça ne répondrait qu'à 15% des objectifs. 25%. Un quart. Donc, ça veut dire que 75%, c'est la responsabilité des pouvoirs publics, de l'État. C'est pour ça qu'on a attaqué l'État avec l'affaire du siècle, et c'est pour ça que je crois à la nécessité, toujours aujourd'hui, même si j'ai quitté la politique depuis 3 ans maintenant, je crois à l'action politique, c'est-à-dire je crois à l'action de la puissance publique pour mettre en place des politiques publiques et aussi un encadrement réglementaire et législatif à l'action des entreprises qui organise cette transition. Parce que c'est pas vrai qu'on peut réussir ce défi-là en s'impliquant simplement individuellement comme consommateur ou comme acteur. Alors là, on vient de démonter, vous venez de démonter avec talent l'illusion de la surpopulation, mais revenons à
à la question féministe, parce que c'est apparu comme une sorte d'incongruité lorsque vous êtes devenue la patronne, entre guillemets, des Verts, avant de devenir Europe Écologie Les Verts, en fonction de votre âge. Et la plupart des mâles, blancs, à cheveux gris et bien habillés, se disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette nana qui a aucune expérience ? Je sais pas, faudrait demander, parce qu'il y avait un mâle blanc, je sais pas si il avait les cheveux gris à l'époque. Mais pas les cheveux gris, non, fort heureusement. C'est quand même... Moi, je me suis pas vraiment rendu compte. Comment on le vit, ça, voilà. Moi, je me suis pas rendu compte. Et je me suis pas rendu compte parce que j'étais habituée. Alors, c'est vrai que pour moi, le mouvement MeToo a aussi été une réinterrogation de mon propre passé. Parce que j'avais vécu avec des remarques sexistes, avec des attitudes, avec tout ça. Ça faisait partie du job, il fallait faire avec. Tout le monde se souvient de cette réflexion lorsque vous portiez une robe avec des motifs fleuris, et vous étiez ministre, et c'était à l'Assemblée nationale. Et j'ai rien dit, en fait. J'ai juste dit, mesdames et messieurs, mais surtout messieurs, visiblement. Enfin, je suis passée à autre chose. Alors qu'en vrai, j'aurais pu m'indigner, etc. Mais non, j'étais habituée. Alors, quand je suis rentrée à la direction des Verts, c'était 4 ans avant que je devienne secrétaire nationale, il y a un militant qui a dit, il n'a pas vu que j'étais dans son dos, non mais on va quand même pas foutre à la direction une nana qui a 3 mômes. Et j'avais encaissé. J'aurais pu, en plus c'était chez les Verts, j'aurais dû lui taper sur l'épaule et lui dire ça va pas bien, vous avez entendu ce qu'il a dit. Mais non, j'ai répondu indirectement, à dire que j'ai dit que j'avais 3 enfants, mais que j'avais l'habitude, que j'en avais eu 2 pendant mes études, que je savais gérer. Enfin, je me suis presque excusée de ça. Maintenant, je hurlerais si quelqu'un faisait une remarque comme ça, pas à moi, mais à quelqu'un d'autre. Et donc, il faut comprendre que je venais encore de cette période transitoire où finalement, on acceptait certaines choses et on acceptait un certain nombre de choses qui étaient déjà inacceptables et qui le sont devenues. Et cette robe, finalement, maintenant, c'est le totem d'immunité de toutes les tenues vestimentaires de toutes les femmes qui seront à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un mal pour un bien. Oui, mais vous avez toujours été une femme forte, donc aucune fragilité face à toutes ces menaces d'agression de toutes sortes de la part des hommes. Je ne crois pas du tout que je suis forte, mais pas du tout. Alors, je pense que tout le monde me perçoit comme ça. Finalement, c'est une protection. Mais j'ai souvent pleuré, j'ai souvent craqué, j'ai souvent eu du mal. Mais j'ai ce noyau à l'intérieur qui fait que, voilà, je pense que c'est pas essentiel. Là, à cette époque-là, avoir des enfants, c'était une chance, parce qu'ils étaient tout petits quand je suis devenue secrétaire nationale. Donc je pense que ça a été dur pour eux. Ils le disent maintenant, parce que les tout débuts, je passais ma vie, j'étais à la maison, mais je passais ma vie au téléphone, je passais ma vie devant mon ordinateur, et je faisais que bosser, quoi. Mais c'était quand même aussi, voilà, en vrai, quand t'as un petit de 4 ans qui se pend à ton cou, un peu barbouillé de confiture et que t'en as dans les cheveux, mais qui te dit que t'es la plus gentille des mamans du monde et qui t'aimera toute la vie entière, en fait, plus rien n'existe. Alors, quand on est une jeune femme qui accède à ces responsabilités, où il y a encore beaucoup d'hommes, il y avait encore beaucoup, il y en a toujours d'ailleurs à ELV, mais disons que les Verts ont toujours une tradition un peu en avance par rapport aux autres. Avant vous, il y a eu Dominique Voynet, donc les femmes, Marie-Christine Blandin était présidente de région. Est-ce qu'on a le sentiment est-ce qu'on se dit, il va falloir que j'en fasse plus que les mecs, plus que les autres, quand on arrive à cette responsabilité ? Est-ce qu'on a le sentiment de se dire qu'il faut rattraper une sorte de décalage ? Je ne me suis pas dit, il va falloir que j'en fasse plus que les mecs. Je me suis dit, ça va être plus dur. Mais, voilà, peut-être que j'aimais bien quand c'était dur. Oui, bien sûr que d'autres avaient ouvert les portes. Et puis surtout, dans les statuts des Verts, il y a la parité. Donc, ce qui implique quelque chose, qui implique qu'il y avait des femmes. Moi, c'est ça qui a été très différent. En fait, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée au gouvernement. Parce qu'à la différence de beaucoup de femmes qui étaient ministres, qui avaient été députées, beaucoup avaient été nommées, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elles avaient été choisies, elles étaient là, ce qui n'enlève rien à leur qualité. Moi, je m'étais bagarrée. C'est-à-dire que j'avais gagné, et vous le savez mieux que quiconque, j'avais gagné des congrès, j'avais fait des réunions internes, des conseils fédéraux, des scrutins à gagner 60-40, aller chercher une voix, puis l'autre. Et parce que vous aimez ça ? Je ne suis pas sûre que j'aimais ça, parce que maintenant, je me souviens très bien d'avoir vu quelqu'un comme Yves Cochet, qui avait fait ça toute sa vie, qui continue d'ailleurs de le faire. Et en revanche, tout le monde pensait que j'étais accro à ça. Et donc, j'étais obligée de dire, moi, je ne crois pas, mais je suis obligée de vous entendre. En vrai, j'aime bien gagner. Ça, oui, c'est vrai. J'aime bien gagner, et donc je suis accrocheuse, et donc je me suis bagarrée, mais j'ai surtout été membre de collectif. Alors, ELV, c'était
une famille, mais au sein de cette famille, j'ai eu des familles et des gens dont j'étais très proche, et j'ai mis du temps à comprendre si moi j'avais une ambition forcenée, et en fait non. Il y a un truc que j'aime, c'est quand on me dit, voilà, là c'est l'os, va chercher l'os, et ramener l'os. J'adore ramener l'os. Donc ouais, j'étais bagarreuse, et puis aussi j'aimais bien voir l'espèce de truc qui s'éclairait dans le regard des gens qui avaient bagarré avec moi, quand ils étaient fiers d'un truc que j'avais dit à la tribune. J'ai toujours aimé ça, rendre fier le collectif qui m'avait aidé. C'est ça qui m'a plus fait avancer. Et puis, il y a eu des moments où j'ai eu mes révoltes féministes, en fait, j'allais dire, à la suite de la révolte contre l'Église catholique, c'était de dire « vous m'aurez pas ». J'ai eu des moments très compliqués, alors avec vous, c'est horrible de dire ça, un peu, mais c'était pas la même chose. Avec Dany, c'était trashissime. Et il a été avec moi... je suis retombée il y a 1 an sur une interview que j'avais faite. Il m'avait démolie dans la presse, limite en disant que j'étais conne et tout ça et tout ça. Et moi, je répondais impérial. Vous connaissez la liberté de ton de Dany, on a besoin de cette liberté. Ce qui est important, c'est ce qu'on construit ensemble. Je suis pas sûre que j'aurais la patience maintenant. Je dis, d'où il se croit. Mais je croyais au collectif, c'est-à-dire et je crois toujours à ça. Je crois à la force de transformation, pas des individus. Je suis très allergique aux aventures individuelles, toujours aujourd'hui, politiques, à la folie de la Ve République. On voit d'ailleurs l'effet que ça donne avec Emmanuel Macron. Et je pense qu'on avait besoin de ce collectif, les Verts, que c'était important que l'écologie ait un parti politique engagé. Et que donc j'avais décidé de me sacrifier, c'est un peu extrême, mais de me mettre au service de ça. Et je l'ai fait. Parfois en m'oubliant un peu, c'est vrai, mais je l'ai fait vraiment en me disant il faut que la machine tourne. Alors on va revenir sur le côté combat de la politique et de l'écologie, qui, contrairement à ce que veulent faire croire beaucoup de médias et de politiques, n'est pas le consensus, parce qu'elle a beaucoup d'adversaires. Mais oui, c'est vrai que le combat politique, ça peut être dur, et ça peut être injuste. Et cette fois-ci, on va se tutoyer. Quand, par exemple, j'ai quitté le parti en t'accusant d'être à la tête d'une firme parce que je n'étais pas d'accord avec la gouvernance, à la réflexion, est-ce que je l'aurais dit si ça avait été un homme ? Ça, je Est-ce que j'aurais fait ça ? Non, mais c'est ce qu'on peut se dire à la réflexion après. Tu l'as dit parce que j'ai fait un truc de secrétaire national, je l'étais encore, quand je suis devenue ministre. Moi, je me souviens de la scène. Le début de l'histoire de la firme, c'est ça. Je suis secrétaire national et je suis déjà ministre. Et j'ai compris qu'au groupe Vert, les gens vont voter par des petits accords à la noix de coco pour François de Rugy contre toi. À la présidence du groupe. À la présidence du groupe. Et donc, je me dis, il faut que je le dise à Noël pour qu'il retire sa candidature pour éviter de perdre. Sauf que, et je peux comprendre que tu l'aies compris comme ça, tu t'es dit, Duflot, elle a choisi de Rugy. Non. Et l'histoire a montré que... et contre moi. Et du coup, tu m'en as voulu en disant, voilà, il décide de tout, il verrouille tout. C'est le moment où ça m'a été une grande leçon. J'aurais dû laisser faire les choses. Peut-être que tu aurais gagné, je pense. À l'époque, c'était même quasiment sûr. Tu aurais perdu, mais tu ne me l'aurais pas reproché à moi. Ou alors, ça aurait été carrément pas juste. Mais c'est vrai que la firme, c'était atroce. Mais la vraie histoire, et comme ça je vais raconter, la vraie histoire, c'est quand je suis revenue à l'Assemblée, que ça commence à être un peu le bazar au parti, etc. Je me souviens très bien, on a fait une conférence de presse sur la situation en Tunisie. Peut-être que c'est ça. Et à l'issue, tu m'expliques que c'est le bordel, qu'il faut que je fasse quelque chose. Et tu me dis cette phrase mythique, tu me dis non mais là, il faut refaire la firme, quoi. Je me dis, ok, je veux bien essayer de faire un effort, mais je veux que tu le dises dans le journal. Et 2 jours après, tu t'es pointé avec le Nouvel Obs en disant, je l'ai dit. Et voilà, c'est ça aussi. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pour ça que je suis émue de faire cette interview aussi, c'est que c'est une aventure humaine hyper intense, la politique. Je parlais de fraternité, mais ça existe, c'est-à-dire que les combats communs menés, ce qu'on a fait contre la déchéance de nationalité, ça forge des choses, c'est des moments d'une intensité qui ne sont pas la même qu'une partie de boule Absolument, sous les tilleuls. Voilà. Alors, on ne va pas ici faire les anciens combattants, mais c'est vrai que lorsque tu as quitté le gouvernement, pour des raisons que tu vas pouvoir expliquer, au moment où Manuel Valls a été nommé Premier ministre, tu as rejoint l'Assemblée où on a mené de beaux combats, et des combats qui apportent une gratification, parce que la politique, il faut aussi se faire plaisir, c'est pas simplement un engagement qui... bien sûr que c'est au service des autres, mais il faut qu'on s'y retrouve aussi. Et parmi les souvenirs forts que nous avons, il y a ce combat contre la déchéance de nationalité, le combat contre la prolongation de l'état d'urgence, et puis il y a ce moment à Sivins, qui a été un moment très important, à une semaine de la mort tragique de Rémi Fraisse. Moi,
Oui, on est allés ensemble. C'est ça aussi, ce que je trouve important chez les écologistes, c'est ce pont entre les institutions. Et d'ailleurs, ceux qui veulent être complètement dans les institutions, quand ils se prétendent écologistes, dans des institutions qui ne le sont pas, ou qui ne sont pas encore prêtes, finalement, ils sont obligés à la trahison. Ou alors ils partent, comme Nicolas Hulot. Il faudrait qu'il y ait une arrivée massive d'écologistes pour transformer. Mais c'est ce pont entre cette dimension institutionnelle et puis la dimension d'action sur le terrain. Parce que les zadistes de Sivens, ils étaient très émouvants. Hein. Ils étaient dans des arbres à 20 mètres de haut, dans le froid, pour défendre des salamandres et des fleurs. Moi, j'aimerais bien que tous les gens qui donnent des leçons d'intérêt général, ils soient capables de faire ça. Ils n'avaient aucun intérêt personnel, aucun. Et donc, on y va ensemble, on rit beaucoup, et là-bas, on découvre la situation, et la gravité de la situation, et la gravité de la façon dont interviennent les forces de l'ordre. Et moi, je me souviens, quand je suis revenue, je n'avais pas quitté le gouvernement depuis très longtemps. J'ai alerté tout le monde. J'ai appelé le président de la République, j'en ai parlé à l'ancien Premier ministre, j'en ai parlé au ministre de l'Intérieur. J'ai dit attention, 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 ça va pas du tout, ça va pas du tout, ça va mal finir. Et quand, je me souviendrai toujours, j'étais en pyjama quand j'ai allumé la radio un dimanche matin et que j'ai entendu un corps a été retrouvé dans la forêt de Sivens. J'ai eu un espèce de sale pressentiment. Et j'ai envoyé un SMS au président de la République en disant j'espère, mais j'espère vraiment que c'est pas lié à ce qui s'est passé cette nuit. Et voilà. Et c'était pourtant ça. Et c'est pas anecdotique parce que dans ce genre de moment, dans l'histoire, c'est souvent des écologistes qui sont morts. Hein. C'est Vital Michalon. En 77, à Cress-Malville. C'est Pereira dans le bateau de Greenpeace. On prend moins de gants avec les écologistes. Et du coup, on tue des gens, voilà, c'est ça qui s'est passé en fait. Et moi, je viens de cette histoire aussi, je vis ça dans mes tripes. Et j'avais eu l'occasion de dire merci à Laurent Fabius quand à la fin de la COP de Paris, il rend hommage, et c'est étonnant de sa part, aux gens qui ont été militants pour l'écologie depuis toujours, et y compris à ceux qui ne sont plus là. Et je me suis dit, c'est vrai, parce qu'il y a quand même une sorte de communauté. Alors, je le dis en présence de quelqu'un qui est écologiste depuis bien plus longtemps que moi, mais il faut savoir ce que c'était qu'être écologiste il y a 20 ans. Et surtout, quand on était une jeune femme, c'était être ridiculisé, moqué, on te tapait sur l'épaule en disant que tu étais gentille, un peu idéaliste, mais bon, passez votre chemin. Sauf que les trucs qu'on disait il y a 20 ans, c'est là maintenant. Et on parlait même des générations futures, et c'est aujourd'hui. Donc, je pense que ça doit ouvrir vraiment beaucoup plus les écoutilles des gens, et ça, moi, en tout cas, ça a renforcé ma détermination. Moi, je dis, écoutez, en fait, vous êtes gentil. J'étais un peu timide il y a 20 ans ou il y a 15 ans, mais sauf que tout ce que je disais, ou vous vous moquiez de moi, c'est arrivé. Donc, pardon, mais là, maintenant, il faut arrêter que vous nous expliquiez qu'on a le temps, qu'on va faire différemment. Et ce qui se passe autour de la loi climat, là, en ce moment... C'est un scandale. On va y revenir. Voilà. 3 choses après Sivens. Une révoltante. Nous avions demandé, avec notre groupe écologiste, une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'ordre. Et le résultat du rapporteur, ça a été cette commission d'enquête parlementaire consistait à demander comment adapter le maintien de l'ordre à la liberté d'expression et au droit de manifester. Et sous la plume du rapporteur, c'est devenu comment adapter le droit de manifester et la liberté d'expression au maintien de l'ordre. Et c'est à travers ce rapport, contre lequel j'ai voté avec Marie-Georges Buffet, nous n'étions que 2 sur 30 à voter contre, que la doctrine du maintien de l'ordre dans ce pays est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. C'est à se taper à se taper la tête contre les murs, de voir comment la gauche a été capable finalement d'interpréter, de donner une continuité à ce qui s'était passé à Sivens. C'est comment elle n'a pas eu la sagesse de comprendre que c'était une impasse. Alors, il y a une responsabilité politique importante du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui adorait l'exercice brutal de la force. Il y a une responsabilité de fait du président de la République qui a à minima laissé faire. Mais oui, il y a eu plusieurs brisures pendant ce quinquennat. Plusieurs brisures sur les principes. C'est évidemment cette question-là où, au travers des manifestations contre la loi travail, du développement de la NAS, on a changé une doctrine de maintien de l'ordre qui avait été presque stable depuis 1968, où l'idée, c'était de ne pas blesser. C'était exemplaire, c'était la mise à distance et la désescalade. Exactement, et on sait faire, c'est-à-dire que c'est très technique, ce sujet-là. Et on a abouti à ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire que
il y a des manifestations maintenant où plein de gens n'osent plus aller avec des enfants. Enfin, moi, pour le coup, mes enfants, avec mon numéro de téléphone écrit au stylo sur leur poignet, ils en ont fait des manifs. Et maintenant, un certain nombre de parents ont peur d'emmener leurs enfants parce qu'ils ont peur que même sans qu'il se passe rien, finalement, on se retrouve noyé dans les lacrymos, nassé, brutalisé et menacé. Et oui, ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème et il faut reconnaître que le virage, il a été pris au moment où la gauche était au pouvoir. Et c'est une faute. Alors, deuxième question, qui est dans la continuité de ce que vous venez de dire sur les écologistes et les combats qu'ils mènent et la répression dont ils ont pu être les victimes, c'est la question de la désobéissance civile non violente. Comment vous la regardez ? En fait, il faut savoir qu'une société, ça progresse en général par ses marges. Ça, il faut l'entendre. C'est comme ça. Sinon, c'est le conservatisme. Donc, ça veut dire qu'il y a cette dialogue assez compliqué entre le légalisme, le respect de la loi, et puis le fait de pousser les limites. Parce que si on avait été légaliste, eh ben voilà, je ne serais pas là d'abord parce que j'aurais dû obtenir l'autorisation de mon mari, j'aurais même pas le droit de vote, donc etc. C'est-à-dire qu'il y a eu des suffragettes qui ont poussé les lignes, qui ont manifesté, qui ont désobéi. Et toute l'histoire de l'avancée des droits sociaux est une histoire de désobéissance. Et au premier rang de cette désobéissance, le droit de grève. Donc, il faut se rendre compte que cette histoire de désobéissance civile, c'est une façon de faire avancer et en général de permettre des conquêtes de droits sociaux. Et donc, moi, j'ai toujours été sensible à cette question-là. Pour une bonne raison, c'est que parmi mon nourrissage catholique figuraient les albums de Bayard Presse qui racontaient les grands non-violents, et moi, c'est évidemment le panthéon, de Gandhi et de Martin Luther King, qui ont plus que théorisé, mise en œuvre la désobéissance. Alors, associée à cette dimension non violente, qui pour moi est toujours importante, même si j'ai été assez brutalement interrogée par des moments où on voit bien que ce qui a fait bouger le pouvoir, c'est la violence. Et ça, pour moi, c'est blessant. C'est blessant que ça ait marché, c'est blessant que des gens se soient sentis obligés d'y recourir. Je parle des Gilets jaunes notamment. En disant, mais de toute façon, si on fait pas ça, ils nous écouteront pas. Et c'est vrai que cette question-là est une question, et dans la période qu'on vit aujourd'hui, de tension sociale, d'aggravation des inégalités, où en 2019, il y a eu dans plus de 40 pays des émeutes, des mobilisations, des tensions sociales liées à l'accroissement des inégalités, un sujet phénoménal. Mais je parle d'actualité, au moment où on parle, le FMI, on entend bien ce que je dis, vient de publier une note en recommandant aux pays du monde de taxer les profits faits sur la pandémie et les ultra-riches pour aider ceux qui s'étaient appauvris pendant la pandémie. C'est-à-dire que je pense que même les chercheurs et même les institutions aussi conservatrices que sont le FMI ou la Banque mondiale sont conscients qu'aujourd'hui, il y a un poison qui mine nos sociétés, qui est celui des inégalités. Oui, il y a même le nouveau président des États-Unis, Biden, qui, avec la secrétaire nationale au Trésor, est en train de proposer une taxe mondiale sur les multinationales. Alors Biden a déjà décidé d'augmenter la taxe... Oui, de 21 à 28%. Voilà, de passer de 21 à 28% l'impôt sur les sociétés, l'équivalent de l'impôt sur les sociétés américain, ce qui est une inversion d'un trend qui date depuis les années 80, depuis Reagan surtout, mais surtout de revendiquer cet impôt dans tous les pays. Pourquoi c'est essentiel ? Deux raisons, parce que ça met fin à l'espèce de concurrence fiscale absurde qui s'était instaurée, et surtout, ça attaque de front les paradis fiscaux. Parce que le principal problème des pays classiques, c'est qu'ils sont sous la pression des paradis fiscaux, où les entreprises vont faire des opérations financières fictives, parce qu'elles ne sont pas taxées du tout. Donc oui, c'est une révolution, et ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir si Emmanuel Macron va soutenir cette position. Parce que pour l'instant, la France a été très timide. Elle dit comme d'habitude, on a entendu Bruno Le Maire dire qu'il était favorable sur le principe, mais pas dans la mise en œuvre à un taux significatif. Donc si les choses bougent depuis les États-Unis, belle nouvelle. Et je veux à cet instant rendre hommage à mes camarades d'Oxfam US qui sont très vocaux, qui se sont battus beaucoup sur ces questions, qui, je sais, sont assez écoutés. Et je suis très contente de faire partie d'une organisation où, justement, on sait maintenant qu'on doit pouvoir faire bouger certains sujets à l'échelle de la planète. Alors, tout ce que nous disons là,
c'est bien la preuve que l'écologie est un combat, c'est un champ de bataille. Contrairement à ce que racontent ceux qui voudraient que l'écologie, ce soit l'écologie pour tous, ni de droite, ni de gauche, où ça réunit. Non, elle a des adversaires déterminés. Ah oui, il y a des responsables à la crise écologique qui nécessitent qu'il y ait des écologistes engagés, mais bien sûr qu'on bouge des intérêts puissants, financiers, considérables, court-termistes, et que donc, oui, c'est ce côté irénique du fait qu'on pourrait être tous d'accord, et puis que ça ne devrait pas être un parti politique, et puis voilà, et puis moi je préfère l'écologie de l'action, etc., ça m'exaspère. Maintenant, j'ai plus aucune patience pour ça. Parce que soit ces gens mentent, soit ils sont totalement stupides. Comme je ne crois pas qu'ils sont totalement stupides, ils mentent. Et ils mentent consciemment. Et c'est de plus en plus grave chaque année qui passe. Donc les discours niais autour de l'écologie, qui ne sont pas conscients des enjeux de pouvoir, des enjeux financiers, des enjeux du poids des lobbies dans la prise de décision publique, franchement, c'est des adversaires. Donc pendant longtemps, j'ai dit, tous les écologistes doivent travailler ensemble, on peut avoir des nuances, etc. Il ne faut pas s'engueuler. Et un de mes rôles de secrétaire national à l'époque, c'était de jamais dire, et je n'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre, sur aucun écologiste. Sauf que là, des gens se revendiquent écologistes en faisant le contraire. C'est pas qu'ils vont pas assez vite, c'est que c'est du sabordage. Et quand ils font ça, ils ont une faute plus lourde que les autres. Je les juge plus sévèrement. Oui, d'ailleurs, vous dites dans une de vos interviews, au nom d'Oxfam, que il y a des responsabilités collectives sur lesquelles il faudra revenir un jour, hein, un peu comme on essaie de montrer depuis de longues années la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, avec beaucoup de difficultés. Ensemble, on avait fait ça aussi. Mais vous dites aussi, à juste titre, je pense qu'il y aura aussi des responsabilités individuelles qu'il faudra, à un moment donné, mettre au jour. Oui, parce que en fait, et on n'est pas si loin que ça. Je pense que je serai vivante et que je le verrai. Il y a des gens qui diront non mais sans blague, vous saviez tout ça. Enfin, non mais attends, il y avait les rapports des scientifiques. Pourquoi vous avez rien fait ? Pourquoi vous avez rien fait ? Et ils auront raison de dire ça. Enfin, c'est quand même dingue. On voit ce que disent les météorologues sur les conséquences météorologiques du dérèglement climatique, sur ses effets de bascule, sur le fait que ça veut dire qu'en France, il y aura une vague de chaleur qui durera 3 mois et pas 3 semaines, à plus de 40 degrés, que l'île de Ré va être coupée en deux, que les feux de forêt vont être, les giga-feux de forêt vont être multipliés par 2, 3 ou 4, on ne sait pas. Et les réfugiés climatiques venant des pays les plus vulnérables. Qu'il y a une partie de la plaine de Pékin qui deviendra inhabitable par la conjonction d'un très fort taux d'humidité et d'une très forte chaleur. Du Bangladesh qui sera recouvert par les eaux. Et qu'avant même qu'il soit recouvert par les eaux, la remontée des eaux de mer rend les terres incultivables. Tout ça, c'est des scientifiques qui l'écrivent. D'ailleurs, quand on y réfléchit, de temps en temps, je me dis, en fait, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, déjà, il y a 10 ans, je trouve que c'était difficile, mais alors aujourd'hui, je veux dire, on vient de vivre là, en France, dans le même mois, le franchissement d'un record de chaleur et d'un record de froid. Et donc tout le monde doit comprendre, c'est pas juste qu'il va faire un peu plus chaud, c'est qu'on va se manger des amplitudes thermiques, et si ça arrive de façon trop brutale, eh bien tous les bourgeons sont gelés alors qu'ils sont déjà sortis, etc. Enfin, la catastrophe, elle est scientifiquement documentée. Et donc ceux qui ne font rien, ou pire, qui freinent les initiatives qui sont prises, bien sûr qu'un jour ils seront regardés comme des coupables. Alors comment expliquer un tel aveuglement ? Parce que c'est pas leur intérêt, finalement. C'est pas de l'aveuglement. Là, je crois que c'est du cynisme, je pense, pour certains. C'est une vision à très court terme. Je pense que là, je vais peut-être réussir à écrire quelque chose là-dessus. C'est une réplique de Jean Rochefort que j'adore, qui finit une enquête. C'est dans un feuilleton français des années 90, et qui dit, voilà, le vieux style. Ça marche toujours, le vieux style. Ou quelque chose comme ça. Et moi, j'aime le vieux style en politique. Et là, ça devient n'importe quoi. Je vais dire, les gens, enfin, une ancienne ministre a quitté son mandat de parlementaire pour prendre un boulot dans le privé avant même la fin du mandat. Il y a des principes en politique. On peut avoir des désaccords, des affrontements, mais quand même, enfin, on est au service de l'État, on est au service d'un collectif. Il peut de l'intérêt général. Un peu de dignité. Et là, ça manque de dignité. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut qualifier de cynisme l'attitude du président de la République par rapport à la Convention citoyenne pour le climat, à laquelle Oxfam a été dans laquelle tu as été très active, dans cette constitution, aux côtés de Cyril Dion et de quelques autres. On parlera après de l'affaire du siècle, qui est la question de la justice. En fait,
cette convention citoyenne pour le climat, elle a été bafouée. C'est une manière de délégitimer la parole politique. En fait, si je simplifiais le truc, je pense qu'il a marché sur les dents du râteau. Pourquoi le président de la République décide de cette convention citoyenne? Parce qu'il dit, ouais, en fait, les écolos, vous nous gonflez. Nicolas Hulot vient de démissionner, etc. Les gens, ils sont pas d'accord avec ça. Je fais la taxe carbone. D'ailleurs, j'ai écouté Édouard Philippe. Et les gilets jaunes aussi. Voilà, je fais la taxe carbone. Déjà, il me soutient pas. Et puis, c'est le bordel en France à cause des écolos. Donc, on va faire la convention citoyenne. On va montrer que les gens, en fait, ils sont pas prêts. Et puis, comme ça, on va avoir résolu le problème. Manque de bol, des gens très différents, y compris des gens qui étaient plutôt très frileux sur les questions de dérèglement climatique, sans jeu de mots, confrontés à la réalité scientifique, ils réfléchissent et ils concluent qu'il faut des mesures radicales qui lient justice sociale et lutte contre le dérèglement climatique. Et du coup, là, il se retrouve avec un problème, parce qu'il ne veut pas mettre en œuvre ces mesures. Donc oui, je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à la radicalité des propositions que pourraient avoir ces citoyens. Pour tout dire, moi, pas forcément. J'espérais ça secrètement, mais j'étais pas sûre. J'avais bien vu la manœuvre. Et ça pour le coup, cette convention citoyenne, elle m'a fait un bien considérable, personnellement. Je me suis dit, en fait, les seuls qui bloquent, c'est les chefs, à la tête de l'État, et puis à la tête de certaines entreprises. Mais une grande partie des citoyens sont prêts à ce que ça bouge. Alors, ils ne sont pas forcément prêts à changer eux-mêmes tout de suite, parce que c'est dur de changer tout seul dans son coin. C'est pour ça qu'il faut changer de façon globale. Bien sûr que quand on a des dépenses contraintes énormes, qu'on a un prix de loyer considérable, qu'on a déjà baissé les APL et qu'on vous dit on va augmenter l'essence, c'est insupportable. Mais si on change la logique de ça, si on redonne du pouvoir d'achat et si on donne accès à d'autres modes de transport, si on rapproche les lieux de domicile et les lieux de travail, on change les règles et du coup les gens sont plus prêts. Et donc je me suis dit, faut pas baisser les bras. Les gens sont plus intelligents que leurs dirigeants, en l'occurrence sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi un mépris. Si je suis assez franche, je pense qu'il y a une partie aujourd'hui des ministres et puis peut-être même des parlementaires qui méprisent leurs concitoyens. Ils les prennent pour des cons. Ils pensent que c'est des gros bourrins, ça c'était entendu. Il y a différentes, les fumeurs de gitane dans les bagnoles diesel, il y a ça. Et moi, j'aime pas du tout ça. Je pense que oui, il y a des gens, sans doute avec qui je m'entendrais moins bien, mais que globalement, l'immense majorité des gens de ce pays, ils pensent aussi à l'avenir de leurs enfants. Et ils n'ont pas envie de leur laisser un monde en vrac. Alors, autre pilier de ton engagement, la question de la justice. Avec Oxfam et 3 autres ONG, tu as été à l'origine d'un mouvement très important. Vous ne me voyez plus du tout, monsieur Mamère. Moi, je suis disciplinée quand on me donne des conseils, je les applique. Vous avez été l'une des chevilles ouvrières de l'affaire du siècle. C'est ce procès qui a été intenté à l'État et sur lequel, d'ailleurs, le tribunal administratif s'est prononcé, qui est un moment important dans la justice climatique qui rejoint la question de la justice pour tous. Oui, d'abord, c'est le premier grand procès climat de France. D'ailleurs, c'est la rapporteure qui l'a dit lors de l'audience au tribunal administratif. Il faut savoir qu'une organisation comme Oxfam, qui participe à toutes les négociations climat, à toutes les COP depuis que ça existe, c'est un pas de radicalisation. On n'avait jamais, dans notre histoire, porté plainte. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que ça a été soutenu par 2 400 000 personnes. Donc, je parlais juste avant de ce que signifiait la Convention citoyenne comme évolution des consciences sur les questions écolo. Cette signature veut le dire aussi. C'est une personne sur 20, une personne adulte sur 20 en France. La société est beaucoup plus en avance, en fait, que les politiques, suis convaincue. Évidemment. Sur bien d'autres sujets aussi, comme par exemple le droit à mourir dans la dignité. Oui, bien sûr. En fait, les gens sont intelligents, hein. Ils réfléchissent, ils écoutent, ils se font leur avis. Et c'est aussi parce que parfois les dirigeants les prennent pour des idiots qui pensent qu'à l'argent et qu'au court terme, qu'ils se trompent. Vraiment. Et est-ce que cette affaire de l'affaire du siècle et le succès devant le tribunal administratif, qui reconnaît la responsabilité de l'État, a beaucoup secoué les responsables du gouvernement ou pas ? Oui, alors moi je me souviens, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, quand on a lancé cette histoire, tout le monde disait aucune chance que ça marche. Aucune chance que ça marche. Non mais vous faites n'importe quoi, vous faites ça, c'est un coup, c'est pour vous trouver des donateurs. Enfin, qu'est-ce que j'ai pas entendu ? Aucune chance que ça marche. Et même la veille de la décision, je fais un débat sur France Info TV, je crois, avec un avocat
qui m'explique que c'est n'importe quoi, que de toute façon je fais ça pour faire de la com et que c'est évident que je vais perdre. Et je savais déjà quel était le sens des conclusions de la rapporteure. Et donc je rigolais dans ma barbe que je n'ai pas. Mais oui, c'est un tremblement de terre. C'est-à-dire que cette condamnation nette, carence fautive, obligé de payer 1 euro de dommages et intérêts, parce qu'on a demandé qu'1 euro de dommages et intérêts, mais il y a la deuxième étape, et ça va être très important. Là, maintenant, on est dans ce moment où on demande au tribunal de prononcer des injonctions à agir à l'État, c'est-à-dire de lui dire « vous devez, pour être conforme à vos engagements, faire telle et telle chose ». Là, on va franchir encore une étape, c'est-à-dire que l'État va être obligé de prendre un certain nombre de décisions. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va être obligé de prendre les décisions que la Convention citoyenne aurait voulu qu'il prenne et qu'il n'a pas voulu prendre. C'est là où, j'allais dire que la boucle va être bouclée. Mais c'est aussi un moment qui était particulier, cette audience. Moi, j'ai eu envie de prendre dans mes bras la rapporteure. Elle disait les choses tellement justement sur la réalité de la crise, sur ce qu'on pouvait faire, sur l'accumulation des émissions de gaz à effet de serre, sur le fait que en fait, il ne fallait pas attendre 2030 ou 2040 pour montrer qu'on était en retard, parce qu'on savait déjà qu'on était en retard et que ce retard qu'on prenait aujourd'hui, on le paierait beaucoup plus cher en 2030. Donc voilà, il se passe des choses quand même qui donnent un peu d'espoir. En tout cas, je ne suis pas une écologiste qui baisse les bras, parce que je sais que c'est possible, en fait. Il manque cette volonté et cette traduction en actes. Et je sais aussi, je n'ai pas été qu'une activiste, je n'ai pas été que dans une ONG, j'ai été membre d'un gouvernement. Je sais que c'est difficile, mais je sais que si on veut, on peut faire craquer les coutures. Et que s'ils ne le font pas, que si la ministre de l'écologie aujourd'hui ne fait pas un certain nombre de choses, c'est parce que le Premier ministre ne la laisse pas faire. Enfin bref, de toute façon, elle est là pour ça, ne pas faire. Mais que le Premier ministre ne veut pas faire, que le Président de la République ne veut pas faire. Mais s'il décidait de tourner les robinets dans un autre sens, il pourrait le faire. Oui. Et puis la preuve qu'un écologiste tout seul dans un gouvernement qui ne l'est pas, ça ne fonctionne pas. La preuve a été apportée par Nicolas Hulot qui a fini par démissionner. Moi, je l'avais dit quand je suis partie, ça avait été difficile, parce que certains avaient dit quel renoncement, on lui a proposé ce poste, etc. Et j'avais dit, un ministre écologiste sans cap écologiste donné au gouvernement, c'est un couteau sans lame. Et c'est effectivement la démonstration qu'a fait, à l'inverse, Nicolas Hulot. Aujourd'hui, je pense que la question n'est pas du tout... Enfin, il n'y a pas vraiment de bagarre de la ministre aujourd'hui pour obtenir des arbitrages. Elle est sous tutelle, oui. Et aujourd'hui, vous dites, à Oxfam, je suis bien, parce que je suis à l'intersection du social et de l'environnemental. Et de la dimension internationale. C'est-à-dire que je pense que ces combats qui sont les miens de longue date, c'est des combats qui, pour certains, nécessitent une conscience de terrien et ne se gagneront que par un changement à l'échelle de la planète. D'où cette question de la taxation minimale dans tous les pays du monde. Et faire front ensemble avec ma collègue au Brésil, avec ma collègue de Nouvelle-Zélande, avec ces valeurs partagées de l'Inde à Taïwan en passant par les États-Unis, ça donne une force considérable. Voilà. Et c'est pour ça que j'y crois aussi. Je vois la puissance de transformation possible si on agit de manière concertée à l'échelle internationale. Alors vous êtes une terrienne ou une terrestre au sens de Bruno Latour, de savoir habiter la Terre autrement? Je crois que je suis les deux. Parce que je me suis toujours sentie, avant même que le débat spécisme, antispécisme soit devenu un débat très, très crispé, j'ai souvent dit, en effet, quand on me posait des questions, j'ai souvent dit, mais moi je suis une mammifère, j'allaite mes petits et je suis une mammifère omnivore qui mange de tout, en gros. Et oui, je suis une mammifère. Donc je pense que l'espèce humaine est devenue ce qu'elle est pour plein de raisons, mais qu'elle fait partie, qu'elle fait partie d'un écosystème et que si on fragilise cet écosystème, on se fragilise nous-mêmes, que la planète Terre a vécu avec les dinosaures sans les dinosaures et qu'elle peut aussi vivre sans les humains, que c'est nous qui avons besoin de cet environnement-là pour nous déployer. Mais je suis aussi une terrienne, au sens où je crois à cette conscience de franchissement des frontières. Et je crois que la pandémie, s'il y a un petit effet positif, c'est cette trappe qui s'est ouverte dans le cerveau de tout le monde, qu'on pouvait vivre comme une expérience presque individuelle, similaire du nord au sud de la planète. Alors, c'est pas la même chose d'être confiné dans une favela au Brésil et dans une maison en banlieue parisienne, c'est sûr, mais quelque part, on vit cette expérience de manière partagée. De la même manière qu'on a vécu une autre expérience partagée, c'est des embardées
dans nos changements de vie considérables. On a cloué les avions au sol, on a mis des millions de personnes en télétravail, on a fermé les écoles, on a complètement changé nos modes de vie. Cas un, cas, ça avance quand même. Alors justement, vous dites que cette pandémie, pour lutter contre cette pandémie, on a fait des progrès techniques incroyables avec le vaccin qui d'habitude met plusieurs années à être mis au point, et on a pris des dispositions massives. Et vous dites que pourquoi ne les appliquerait-on pas? C'est sans doute ce qu'il faudra appliquer à la question du dérèglement climatique. Exactement. Alors ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas 3 tornades simultanées qui arriveront, y compris en Europe, comme ça nous est jamais arrivé. On n'a jamais eu de typhon. Donc, pour que les gens réalisent. C'est-à-dire qu'il ne nous faudra pas un événement violent comme l'est la pandémie pour qu'on réalise. Mais je sens, notamment avec ce qui se passe aux États-Unis, avec un certain nombre de changements de discours, avec les échanges que j'ai avec certains grands patrons, qui le disent en total off, et qui disent d'ailleurs, mettez-nous les contraintes. Tout seul, on ne peut pas décider, mais si on a les contraintes, voilà. Et sauf que, par exemple, le plan de relance en France ne prévoit pas d'exigence. Oui, mais c'est la faute du gouvernement. Quand on donne de l'argent à Air France, on ne demande pas d'engagement à la fois sociaux peut-être, mais absolument pas environnementaux. Les éco-conditionnalités, qui est vraiment notre cheval de bataille. D'ailleurs, on avait travaillé avec d'autres et avec des parlementaires qui proposaient des amendements sur les éco-conditionnalités des aides aux entreprises. Tous ont été déclarés irrecevables. Je pense que le gouvernement avait potentiellement la trouille que certains soient adoptés contre son avis. Mais ça montre bien que le problème est un problème de volonté politique. Pour le coup, que les entreprises... Moi, j'ai été ministre du logement et il y avait certains professionnels de l'immobilier qui faisaient un lobbying de dingue pour empêcher l'encadrement des loyers. Ok, tu dis, si, on va quand même encadrer les loyers, puis tu le fais. C'est pas les lobbies qui décident. Et d'ailleurs, s'ils dépensent autant d'argent pour essayer d'influer la décision publique, c'est qu'ils savent que la décision publique peut avoir un effet important. Donc il faut juste des dirigeants courageux, des dirigeants qui assument. Et aujourd'hui, le principal problème, c'est effectivement d'avoir cédé, et d'avoir cédé sur beaucoup trop de choses. Mais si on voulait faire différemment, on pourrait. Alors, est-ce que vous rencontrez, par exemple, des sociétés comme Total, qui est quand même basée, son fonctionnement et son épanouissement, si je puis dire, est basé sur l'exploitation des énergies fossiles. Et ils sont, par exemple, ils restent en Birmanie en disant qu'ils désaccorderont quelques contreparties. C'est-à-dire que c'est à la fois l'exploitation de ressources épuisables et dangereuses pour l'effet de serre, et en même temps des atteintes aux droits de l'homme. Moi, j'en veux pas aux entreprises dont le modèle et de rapporter des dividendes à leurs actionnaires, de prendre des décisions en fonction de ça. C'est pour ça qu'il faut changer les règles. Il ne faut pas attendre que les entreprises deviennent citoyennes et que les grands patrons... Ça ne marche pas. L'exemple récent d'Emmanuel Faber à la tête de Danone, même si ça se nuance de plein d'autres sujets... Les entreprises dites de mission. ...montrent bien que c'est compliqué. Donc il faut changer les règles du jeu. Il faut dire qu'il y a des choses qui sont plus possibles. Et sur le type d'activité, ce qui est intéressant, c'est que Shell, qui est l'équivalent de Total, qui est un grand pétrolier. Au départ, c'était une entreprise qui faisait de la recherche et de la commercialisation de coquillages. Ce n'était pas du tout une entreprise de pétrole. Nokia, qui fait des téléphones, faisait des bottes en caoutchouc. American Express, qui est une entreprise d'échanges financiers dématérialisés, ils ont commencé à faire des diligences. C'est ça l'histoire. Et donc que Total évolue, fasse autre chose, que ce soit un fournisseur d'énergie ou autre chose, qu'on utilise l'intelligence des ingénieurs. Et souvent, on opposait les scientifiques et les ingénieurs et les industriels aux écologistes. Moi, pas du tout. Je pense qu'on a absolument besoin des ingénieurs, vraiment. Et surtout pour un challenge. Et j'en ai parlé récemment avec les dirigeants d'Engie qui m'avaient invité, qui sont tous X-Min, très très diplômés. Et certains, une personne dans le chat a dit oui, mais Duflo, elle n'est pas ingénieure, elle ne comprend rien. En gros, j'ai dit mais si, il y a un truc que je comprends très très bien. C'est qu'en 1 heure, on reçoit autant d'énergie de la part du soleil que ce que toute l'activité humaine consomme en 1 an. Donc, pardon, mesdames et messieurs les ingénieurs, mais trouver une solution pour capturer cette énergie qui est devant nous pour des milliards et des milliards d'années, qui est absolument renouvelable, ça c'est intelligent. Et donc je pense qu'il y a à la fois un changement de modèle et d'impact de notre modèle sur notre terre et sur la biodiversité et sur le climat, mais que voilà, l'horizon, c'est pas de brûler du kérosène, non, ni du gaz, enfin c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est d'être inventif, et l'humain a cette particularité qu'il est inventif sous la contrainte, que l'innovation se fait souvent sous la contrainte. Comme par exemple à l'occasion de la pandémie et les vaccins. Exactement. Tout le monde a dit, les vaccins en moins de 3 ans, c'est pas possible. Et voilà. Et peut-être même que, et c'est les dernières recherches qui le montrent, que le vaccin ARN messager ouvre des perspectives pour trouver un vaccin sur le sida. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre des contraintes.
y compris sur les entreprises, parce que une partie d'entre elles, enfin vraiment, il n'y a rien d'inventif dans aller forer des trous pour pomper du pétrole. En revanche, et j'avais eu un débat avec l'ancien dirigeant de Total, passionnant, qui, je ne sais plus en quelle année, ça a 10 ans je crois, où j'avais dit, mais moi je trouve ça formidable le pétrole, c'est exceptionnel ce qu'on peut faire avec du plastique. Donc il faut garder ce truc. Il faut garder ce truc pour faire des trucs exceptionnels avec le plastique et pas le cramer dans les avions. Et voilà, et ça c'est quand même pas, c'est pas absurde ce que je dis. Sauf que la technique n'est pas non plus la solution universelle. Exactement, il n'y a pas que la technique. Il y a la question de l'éco-conditionnalité, de la répartition des richesses, de l'impact social et environnemental. Il y a à dire quel modèle de société on veut. Et moi, souhaite un modèle de société plus partageur, plus écologique, où on met moins la pression sur les individus, où on évite une épidémie de cancer qui est, on le sait, multifactorielle, mais probablement liée à une grosse partie des pollutions dont on est victime dans notre vie, mais même dans notre vie intra-utérine. Comme la pandémie que nous vivons, qui est liée à la perte prédation. de biodiversité. En tout cas, on n'est pas sûr toujours de cette corrélation immédiate. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les scientifiques qui travaillent depuis 20 ans sur les conséquences de la perte de biodiversité disent qu'il y a une conséquence probable, une pandémie virale respiratoire. Bingo, bingo. Ils l'ont écrit, c'est publié. Et comme il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y avait déjà Internet, on peut aller le lire. Oui, il suffit de lire les livres de Frédéric Keck, par exemple. Exactement. Les scientifiques. Et là, aujourd'hui, on dit, par exemple, qu'il y a un risque pandémique important qui est lié aux moustiques. Parce qu'un certain nombre d'espèces de moustiques prolifèrent du fait du réchauffement des petites flaques d'eau qui avaient des températures inadéquates pour les moustiques, que des espèces de moustiques endémiques dans certaines zones du globe peuvent maintenant, notamment le moustique tigre, prendre beaucoup plus d'ampleur. Et alors là, autant vous dire que une pandémie qui se transporte par les piqûres de moustiques, c'est très, 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 très compliqué d'y faire face. Donc je propose qu'on lise bien ce qu'écrivent les scientifiques, ce qu'ils disent aussi sur le risque de prolifération des cyanobactéries, qui sont des maladies, qui provoquent des maladies mortelles qu'on ne peut pas soigner et qu'on ne peut même pas détecter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de tests. Donc une fois qu'on a lu ça, sans affoler les foules, ce serait bien qu'on se pose, qu'on se bouge et qu'on arrête un peu les conneries. Mais c'est vraiment ça. Moi maintenant, c'est dans Le Petit Prince qu'il y a cette scène qui m'a beaucoup marquée, quand je devais avoir 14 ans. Il arrive sur la planète où il y a un homme qui fait des additions. C'est un homme sérieux, il fait que des additions. Et toute la journée, il répète sans cesse « Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux ». Et ça le fait gonfler d'orgueil. Et le Petit Prince dit, c'est plus un homme, c'est un champignon. Et on est face à ça, des gens qui ont l'air très sérieux parce qu'ils ont des cravates, des vestes, mais en fait qui disent des conneries, qui nous emmènent vraiment dans le mur. Donc on peut dire avec simplicité, ça suffit maintenant, ça suffit. Vous avez déjà fait plein d'essais, ça marche pas, donc je propose qu'on change. Alors je vois que vous avez, au cours de notre entretien, retrouvé votre enthousiasme et votre sens politique. Vous parlez comme une politique. Et alors évidemment, je vous pose la question, est-ce que vous regrettez aujourd'hui, est-ce que vous avez un brin de regret de ne plus être, provisoirement sans doute, dans la politique? Alors déjà, je vais poser la question à Noël Mamère, c'est quoi parler comme une politique? Bien, parler comme une politique, c'est parler avec enthousiasme, c'est essayer de convaincre et non pas de séduire, avec des arguments sérieux, bâtis comme ceux que vous avez exposés, et c'est défendre aussi une certaine conception de la justice et de ce que doit être notre destin commun. Et c'est quoi la différence avec parler comme une directrice d'une ONG? Non, parce qu'une directrice d'ONG n'a pas de responsabilité. Vous avez des responsabilités politiques, évidemment, parce que Oxfam, en tant qu'ONG, fait de la politique au sens noble du terme, et se mêle de ce qui la regarde, de la question des inégalités, de la pauvreté, de la répartition des richesses. Mais c'est pas la même chose que d'être au pouvoir. C'est ça que je veux dire quand je parle de politique. Peut-être que j'emploie pas le bon mot, en effet. Oui, parce que, en fait... Est-ce que vous n'avez pas un petit regret de ne plus être au pouvoir? Parce qu'il y a plusieurs choses différentes. Il y a faire de la politique et être au pouvoir, et être en situation de pouvoir agir. Parce qu'aujourd'hui, être député, même député de la majorité, c'est pas du tout être au pouvoir. Ah, certainement mais pas. Ça ne sert à rien du tout. C'est être une machine à voter, éventuellement à faire des vidéos sur YouTube, et c'est très dommage et un gros problème. On a vécu une période où il y avait quand même des possibilités que le Parlement existe et prenne des dispositions, même si c'était difficile. C'est plus le cas et c'est
une tragédie démocratique, je pense. Parce que de tout faire reposer sur les épaules d'un seul, c'est une catastrophe. Ce qui pose la question de la 6e République. Donc, la question, est-ce que je regrette d'avoir été battue aux élections législatives en 2017 ? Non, je remercie les électeurs. Ça a été une chance. Je pense que j'aurais fait une vraie grosse déprime de voir cette déliquescence actuelle en étant assise dans l'hémicycle et en étant impuissante, vraiment. Donc, et par ailleurs, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir du pouvoir dans mon action d'aujourd'hui, plus qu'en étant députée de l'opposition ? Mais vraiment plus. Et pourquoi ? Plus que ministre ? Pas plus que ministre, non. Pourquoi ? Sur cette dimension internationale, sur le fait de mettre à l'agenda un certain nombre de thématiques, de préparer des dossiers. Je travaille avec une équipe à Oxfam qui est super forte, vraiment super forte. Et sur certains sujets, on est vraiment... Enfin, voilà, s'il fallait mettre en œuvre une régulation des entreprises du CAC 40, je sais... ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, parce qu'on a travaillé avec Carbone 4 notamment, parce qu'on a documenté, parce que c'est très solide, peut-être plus solide que ce que pouvait produire le parti politique Les Verts, en tout cas quand j'en étais membre. Et donc ça, c'est très satisfaisant intellectuellement. Ensuite, est-ce que je me languis de l'époque où j'étais ministre ? Pas du tout pour tout ce qui visiblement fait vraiment kiffer certains, c'est-à-dire les apparats, parce que moi... j'ai eu le sentiment de retrouver de la liberté, mais en revanche, oui, de peser sur la réalité des choses et d'avoir su mettre au service de sujets qui changeaient la vie des gens, les questions de logement, les questions d'hébergement d'urgence, la tactique et le savoir-faire Popol que j'avais appris. Il faut dire à ceux qui nous écoutent ce que c'est que Popol. Ça, c'est notre jargon. C'est ça, c'est le savoir-faire, c'est la tactique et c'est pas sale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, il y a une pyramide en politique avec les valeurs, la stratégie et la tactique. Donc les gens qui disent « Ah, moi, la tactique, j'aime pas ça », non, c'est être malin, la tactique. Mais la tactique, qui n'est pas au service d'une stratégie elle-même reposée sur des valeurs, c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça peut être néfaste. Quand on fait juste de la tactique, on peut gagner à court terme, mais finalement, on sait pas pourquoi on gagne et ça n'a pas de sens. Donc il faut jamais oublier qu'on part des valeurs et que c'est sur la base de ces valeurs qu'on déploie une stratégie. Mais oui, si on peut avoir un effet réel sur la vie des gens, c'est Alors, est-ce que justement, de votre passage au ministère du Logement, c'est pas une question de souvenir, vous avez le sentiment d'avoir été utile ? Oui. Alors ça, c'est sûr. Et en plus, je savais que ça se verrait qu'après. Et je vois chaque jour des petits trucs qui existent. Par exemple, il y a de plus en plus de communes qui mettent en place le permis de louer, c'est-à-dire le fait qu'un logement, avant d'être loué, doit faire l'objet d'une inspection pour vérifier qu'il n'est pas indécent. Et bien ça, c'est dans la loi Allure. Et il y a des tonnes de trucs qui sont dans la loi Allure. Alors, je reconnais, je vais raconter un truc tactique. Quand je quitte le gouvernement, Manuel Valls, chacun s'en souvient, fait une sorte de conférence de presse pour dire qu'il ne va pas mettre en œuvre l'encadrement des loyers. Et je hurle, et d'ailleurs d'autres, mais on hurle en faisant beaucoup de bruit. Parce que comme ça a permis de sauver tout un tas de mesures. Les gens disent « Ah il a démoli la loi Allure ». Pas du tout. Il a enlevé un bout, qui d'ailleurs est revenu par la fenêtre avec la majorité macroniste. Pourquoi ? Parce que ça marche. Et parce qu'on en a besoin. Et du coup, ce hurlement énorme a protégé tout un tas d'autres dispositions sur la lutte contre les marchands de sommeil, etc. Mais là, je dois une fière chandelle à quelqu'un qui s'appelle Louis Besson, qui a été ministre du Logement, qui a fait le travail de la loi SRU, cette loi qui impose un seuil minimum de logements sociaux dans toutes les communes densément peuplées, qui a aussi fait une loi majeure, qui est celle qui oblige les communes à avoir une aire d'accueil pour les gens du voyage, et qui, par ailleurs, avait un parcours politique incroyable, puisqu'il a été un des rares à être pour l'indépendance, à être contre la guerre d'Algérie. Il fallait être très courageux à l'époque. Très respectable. On appelait ces gens-là l'anti-France. Donc, je me suis beaucoup nourrie du courage et d'à quel moment faire les bons choix. Et il m'avait dit, ne t'inquiète pas, la politique logement, ça crante. Même si ça recule un peu, à un moment, ça revient. Et quand ça a été possible, ça revient. Et donc, même quand Valls a défait de fait l'encadrement des loyers, je me suis dit, je m'en fous. Maintenant, s'il y a un jour un gouvernement de gauche, la première chose qu'ils feront sur le logement, c'est de dire faut refaire l'encadrement des loyers. Donc voilà, il m'avait dit, il faut cranter. Et donc, j'ai cranté au maximum. Et ça, je mourrais avec. Je suis contente de ça. Mais je remercie les barbus et moustachus d'hiver qui m'avaient bien entraînée. C'est ce que je dis souvent. J'ai eu comme
comme Laure Manodou qui a été entraînée par Lucas. Moi, j'ai eu le meilleur entraînement de résistance et donc ça m'a permis de gagner des choses dans cette loi avec des parlementaires avec qui j'ai travaillé. Et entre ça et le pass unique, le pass Navigo unique à la région... Oui, c'est vrai. Voilà, et grâce à ta loi Allure, on a pu, à Bègles, par exemple, élaborer le premier programme d'habitat participatif de Exactement. la région. Avec des méthodes vertes, on a élaboré cette partie de la loi. Donc non, je veux dire, même si ça s'arrêtait maintenant, même si je mourais maintenant, et que je ne sais pas ce que me réserve la suite de ma vie, je me dirais, voilà, je n'ai pas été inutile. Alors, puisque nous sommes dans la politique, avant de terminer notre entretien, comment vous regardez cette forme d'hystérisation de l'identité et de la supposée menace islamiste qui pèserait dans notre pays et de cette défense avec les nouveaux McCarthy au petit pied que l'on voit naître tous les jours, qui accusent les écologistes, comme d'autres d'ailleurs, de remettre en cause le principe de la laïcité? Je pense que c'est la stratégie de l'attention. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce, qui est cette question de l'aggravation des injustices sociales et du dérèglement climatique, énorme, face auquel aucune rodomontade ne marche. Il faut prendre des décisions. Mais comme ils ne veulent pas les prendre, ou ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont donné trop de gages à certains, eh ben, il faut inventer d'autres débats pour occuper. C'est une des analyses qu'a fait un sociologue sur la présidence Trump, en disant pourquoi Trump s'est lancé dans autant de combats. Il dit c'est ceux qui voulaient faire tenir un système qui est devenu monstrueusement inégalitaire. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'espérance de vie est en recul. Et elle est en recul pour 2 raisons, les suicides et les overdoses d'opiacés. C'est des maladies de la désespérance sociale, si on peut dire des maladies. Enfin, c'est une épidémie de désespérance sociale. Et que donc, pour maintenir l'inégalité de ce système, les inégalités extrêmes, il fallait mobiliser les foules sur des sujets encore plus de tension, d'où les explosions régulières de Trump. Que, en gros, c'était un produit du système pour maintenir les inégalités. Et je pense que c'est ce qui nous arrive aussi. C'est-à-dire que là, on voit l'ampleur de certains débats, l'hypocrisie, et le meilleur signal en est l'hypocrisie. Et je pense qu'il y a aussi peut-être, ça je me suis souvent dit ça, pendant longtemps c'était pas vraiment conscient chez moi, mais je me dis je comprends pas. J'ai essayé de me dire, enfin il faut qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi. Là, les sénateurs ont expliqué qu'il y avait des prières dans les couloirs à la fac, enfin des prières musulmanes. Mais ces mecs, ils n'ont jamais mis les pieds en dehors du 7e arrondissement. Enfin, ils ne connaissent pas la France, ils ne connaissent pas leur pays. Et c'est vraiment ça. Il y a eu une chance dans ma vie qui s'appelle Villeneuve-Saint-Georges, qui est donc là où vivait mon grand-père, parce qu'il avait acheté Et où vous avez été élu. Voilà, parce qu'il avait acheté un petit terrain de week-end. Il vivait à Paris et c'était son week-end, qui est une ville extrêmement diverse. Et que du coup, j'ai vécu longtemps, et je vis toujours une partie du temps, dans cette France-là, qui est la France réelle, où les gens sont beaucoup plus détendus sur ces questions, où ils sont, pour certains d'entre eux, sont musulmans, comme moi je suis catholique. Voilà. Et ces attaques, c'est aussi une manière d'éviter de parler des vrais problèmes, de oui, la c'est ça, pauvreté, c'est un évitement. Des inégalités. C'est un évitement. Il y a une double chose. Il y a, je pense, chez certains, une espèce ils se voient comme des chevaliers de la défense de je sais pas quoi, enfin une espèce de folie de non-réalité. Et puis, il y a aussi l'idée que quand on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. Voilà. Et c'est pour ça que je parlais du vieux style politique. Des fois, il y avait un peu de dignité. Je me souviens d'une scène, je ne l'ai jamais racontée, je crois. J'étais assise, à l'époque, il y avait beaucoup de ministres, donc j'étais assise devant les bancs de la droite à l'Assemblée, et derrière moi était assis François Fillon. On parlait de l'écotaxe poids lourd, et les députés UMP, enfin les Républicains, hurlaient, tempêtaient, etc., etc. Et puis à un moment, je craque. C'est l'UMP à l'époque, enfin Sarkozy, qui a fait voter ça. Il faut expliquer qu'on est vraiment à distance de baffe dans l'hémicycle. C'est vraiment et donc très je me proche. retourne, et là, il y a le visage de François Fillon, et je le regarde, et je lui dis, non mais sans déconner, c'est comme si moi je venais me pointer là dans 6 ans, et je disais, c'est qui le dingo qui a fait l'encadrement des loyers? Et Fillon me regarde, il sourit, donc il est vraiment là. Il dit, elle a raison, et il fait comme ça. Et voilà, c'est ça que j'appelle. Alors, bien sûr, ça n'exonère pas François Fillon de rien, mais un peu de... Je sais pas, un peu de tenue, un peu de dignité, quoi, voilà. Alors, comment vous regardez la prospérité des écologistes aujourd'hui, que vous n'êtes plus en responsabilité du parti et de responsabilité directement politique? Est-ce que c'est un regret de ne pas être là au moment où ça marche? Ou est-ce que c'est une grande non, je suis contente, satisfaction? Et puis, il y a des gens formidables, il y a des maires... voilà,
j'ai une petite piqûre pour Marseille parce que j'ai une affection particulière pour Michel Rubirola, mais non, c'est super. Des fois, je me dis, je suis encore plus exigeante. Je veux dire, il faut franchir encore un cap, mais j'ai la modeste idée que j'ai contribué à ça, c'est-à-dire à faire passer une période difficile, à faire franchir quelques étapes, et puis surtout à contribuer de façon utile au débat public et à l'avancée d'un certain nombre de sujets avec ce que fait Oxfam, avec ce qu'on a fait avec l'affaire du siècle. Moi, je pense que l'affaire du siècle, ça participe de cette conscientisation de la société sur ces thématiques. Et une des raisons qui m'a fait arrêter la politique au-delà des aspects personnels, c'est aussi que je me disais, il y a deux choses. Il y a un, et ça existe toujours un peu chez les écologistes, cette minorisation, cette idée qu'on ne va jamais gagner. Et donc voilà, même si là, avec l'élection de maire, je pense qu'un certain nombre de choses ont été franchies, mais aussi l'idée que voilà, il faut que la vague vienne largement de la population. Ça ne pourra pas être le fait d'une minorité éclairée. Et pour que la vague vienne de l'ensemble de la population, il faut aussi savoir parler de ces sujets-là, les inclure dans une globalité, en parler différemment, simplifier les thématiques et le sortir du débat partisan et donc des échéances électorales. Une ONG comme la nôtre, elle n'est pas partisane, on ne participe pas aux élections, on ne soutient pas tel ou tel, et on n'a pas un agenda qui est indexé sur le court terme des élections. Donc on peut déployer une stratégie. Les écologistes aujourd'hui, qui sont en responsabilité, principalement dans les mairies et dans d'autres secteurs des institutions, pourraient peut-être faire plus d'efforts pour mieux expliciter leur projet de société et être moins sur la défensive lorsqu'ils sont l'objet d'attaques et d'attaques. J'ai pas envie de leur donner des leçons parce que c'est ce que j'appelle faire mémé Cécile. En fait, chacun a fait sa part. Donc, je pourrais vous poser la question à vous. Et donc, je pense que c'est bien quand il y a des gens qui régénèrent les choses, qu'au bout d'un moment, on est forcément fatigué, puis on a pu aussi fatiguer les gens. Mais des fois, je me dis, il y a un peu de... Je parlais de tactique. La com, c'est de la tactique, et c'est pas sale non plus. Et même quand on est écolo, on peut en faire un peu ou pas tomber dans les pièges. Surtout quand on est face à des espèces de crapauds sans morale. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'un homme ou une femme écolo peut être président en 2022 ou est-ce que c'est un peu tôt? Pour le coup, ça, c'est pas du registre de la foi, hein. C'est du registre de l'envie. En tout cas, je crois pas que c'est un ou une. Là, pour le coup, et je l'avais dit, y compris à ceux qui sont encore mes amis, c'est qui le gouvernement composé des écologistes là d'aujourd'hui? C'est qui est le ministre de la Défense? C'est sur quoi? Parce qu'en fait, pour le coup, c'est l'avantage ou l'inconvénient d'avoir été en situation de responsabilité. Je sais qu'on peut faire des choses. Je sais aussi que c'est pas si simple que ça et que les yaka faucons, ça ne marche pas. Il faut s'y préparer et il faut constituer une équipe. Parce que s'il y a une leçon de la période que l'on vit, c'est que quand on veut que tout procède d'un seul, en fait, ça ne marche pas. Et cette équipe, elle ne peut être constituée que d'écologistes. Il faut qu'ils soient capables de nouer des alliances. Ils ont une responsabilité particulière aujourd'hui. Ça, pour les coups, c'est une phrase d'Annie Cohn-Bendit qui dit « Je te demande pas d'où tu viens, mais ce que nous allons faire ensemble ». Bien sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas écologistes et qui le deviennent, et heureusement, parce que si ça doit être uniquement les je ne sais pas combien de milliers d'adhérents de tel parti, ça ne va pas marcher, et sans vouloir être inutilement désobligeante. Donc il faut que les choses bougent. Et là où je fonde vraiment un grand espoir, c'est dans la jeune génération, pas seulement d'activistes, mais d'étudiants. Quand je lis sous la plume... De jeunes dans les entreprises Oui, bien sûr. Quand je lis sous la plume d'étudiants d'HEC, le fait qu'ils écrivent que le développement durable est vu au mieux comme une opportunité marketing, au pire comme la gestion des externalités négatives, je me dis, voilà, les choses changent. Il faut qu'elles changent partout. Et après, ils ont raison, hein. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas, quand on a un cerveau et qu'on sait lire, comment on ne devient pas écolo. C'est mon grand mystère avec le président de la République. Mais donc voilà, on va y arriver. Quand je dis on, c'est tous, et pas seulement en France. Donc, alors, dernière question. Moi, j'appartiens à une génération qui ne reviendra pas à l'exercice du pouvoir et qui se contente avec plaisir de la transmission. Et je vais être brutale, et pourquoi? Moi, je vais te dire un truc, tout le monde a parlé de Biden. Biden, il a 78 ans. Oui, c'est vrai. Oui. Franchement, honnêtement, pour l'instant, on va voir, mais c'est plutôt pas mal. Et donc, toi, tu appartiens à... Vous n'avez pas répondu à la question, vous? Non, je ne sais pas. Vous préférez faire des podcasts comme ça, là? Oui, j'aime bien, parce que je trouve que les échanges que l'on a, ils essaient d'introduire un petit peu de complexité dans la simplification, et ils donnent sans doute à ceux qui vont le regarder une autre image de Cécile Duflot. Et quel intérêt de ça? C'est très important pour une raison très simple.
c'est que vous avez 45 ans, et qu'à 45 ans, quand on a été responsable d'un parti, qu'on a été ministre, qu'on est encore très engagé, la vie réserve encore, non pas des surprises, mais on a sans doute envie de revenir au pouvoir d'une certaine manière, ou en tout cas d'agir sur la société, autrement que par l'intermédiaire d'une ONG, même si c'est très noble. En fait, c'est vrai. Et que c'est nécessaire d'avoir des profils et des personnalités comme vous. Non, moi je pense que ce que j'ai d'utile, c'est une expérience, et que je transmets d'ailleurs volontiers quand on me demande. J'ai été invitée parce qu'une bande de jeunes femmes a décidé d'organiser un collectif d'une 60aine de jeunes femmes qui veulent en se préparer. C'est scandaleux. Que des filles qui veulent se préparer à prendre des responsabilités. Moi, je me suis dit, je vais transmettre au maximum ce que j'ai appris, ce que j'ai su faire, et puis parce que je suis une des rares écologistes à avoir vécu le pouvoir au niveau national, ce que ça veut dire, le Conseil d'État, etc., etc. Et je pense qu'il faut le transmettre, ça. Est-ce que j'ai plus de savoir-faire que d'autres et est-ce que c'est moi? En fait, c'est pas moi qui ai la réponse à cette question, pour dire les choses. Là, en ce moment, ma passion, c'est que je fais restaurer ma 4L et que j'ai dit au garagiste que j'avais envie d'apprendre à faire de la mécanique. Peut-être que ça va être ça. Peut-être que je serai présidente de la République ou que c'est Noël Mamère qui sera président de la République. J'en sais rien, en fait. Alors, il faut lire L'éloge du carburateur de Matthew Crawford, si vous voulez continuer dans la 4L. Mais peut-être que vous pouvez lire d'autres bouquins qui vous ramèneront vers les responsabilités. Parce que je pense qu'il faut que chacun soit à sa place et fasse partie de la machine. Et puis surtout qu'il faut rester... faut pas devenir aigri. La politique, ça... deux conséquences souvent fâcheuses. Ça rend soit cynique et désespéré et solitaire, soit alcoolique et dépressif. Soit méchant. Ouais, peut-être méchant. Aigri. Aigri, ouais. Et moi, je voulais surtout pas, vu que j'avais commencé très jeune, comme vous l'avez dit, j'ai fait un parcours très rapide, devenir ça. Et je suis très fière, en fait, surtout de ça, de pas être devenue ça. Et voilà. Et pour l'instant, je suis... Vraiment, je crois que c'est possible. Je crois que ce truc de fatalité, on peut l'éviter. Peut-être grâce à la pandémie ou à cause de la pandémie, je ne sais pas. Mais je vois ces petites trappes s'ouvrir et je me dis, fonçons dans cette opportunité. Voilà. Merci et je suis très contente. Et je veux quand même dire une chose, du coup, pour terminer. Je l'ai dit tout à l'heure sur les relations humaines, mais je parlais de transmission, et ce que moi j'ai envie, même si j'ai 46 ans maintenant, j'ai des choses à transmettre. Je vous voyais toujours à 32 ans. Quand on me demandait l'âge de Cécile Duflot, je disais 32 ans. Non, plus tellement. Parce que je vous ai vu arriver. Exactement. Et Noël fait partie des gens, tu fais partie des gens qui savaient transmettre. Ça m'a beaucoup marqué. De ne pas dire, voilà, moi j'ai eu la gloire, j'ai été le premier, puis machin, et je monte sur mon rocher, puis je regarde les petits s'agiter. Et ça, c'est important, y compris sur des choses à la con, de comment faire pour parler en public, de poser sa voix, de attention, il reste pas longtemps, termine, conclut, tout ça. Et ça, c'était précieux. Et moi, j'en ai beaucoup bénéficié. D'abord, c'est aussi sympa. Et je pense que c'est bien de rester quelqu'un de sympa. En fait, on n'a qu'une vie. Eh bien, je te remercie. Et moi, je te remercie d'avoir parlé avec autant de sincérité pendant cet entretien. J'espère que je n'ai pas dit trop de conneries, quand même. Non. Merci beaucoup. Merci, Noël.